Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Bienvenue, nous sommes le mardi 20 mai 2025, épisode 54 de la saison 5. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Fadi Live. Nous allons parler d'un fait d'actualité et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce soir, nous sommes donc ensemble en multicast d'ailleurs sur X et sur Cornichat, un mardi soir au lieu d'un jeudi soir. Alors il y a une vidéo, vous l'avez certainement vue, 30 secondes, assez brutale. La victime, c'est la fille du fondateur de Paybium, figure historique du secteur crypto en France. Les ravisseurs étaient organisés, une camionnette, un timing précis, une adresse aussi connue, et elle a échappé au rap grâce à la résistance de son mari et aussi l'intervention de son voisin. Mais ce soir, c'est aussi tout un écosystème crypto français, mais aussi des entrepreneurs qui ont compris en fait qu'on pouvait aussi être physiquement exposé. L'affaire a choqué, elle n'est pas isolée. Elle a choqué certainement parce que nous avons eu droit aussi à une vidéo. Mais depuis le début de l'année, il y a eu 5 tentatives, des agressions, filatures, tentatives de rap et des mêmes schémas à chaque fois. Alors comment les agresseurs ont-ils identifié leur cible ? La réponse est un petit peu dure, mais c'est parce que nos données en fait sont quelque part en fait une marchandise. D'une part légalement, extrait de cabis, livre, à la fois le nom, l'adresse, date de naissance, et pour 3,3,85 €, on a des informations un peu plus précises sur Infogreffe. Et puis de manière assez illégale, les piratages, les fuites dans le dark web, les données sont également vendues. Je crois qu'en 2024, l'ANSSI disait que 62 des entreprises françaises avaient subi en fait une cyberattaque. Et la crypto, empire le tout en fait, et ajoute en fait des éléments. On va le voir un peu plus précisément, notamment parce que on va rentrer peut-être un petit peu dans le réglementaire, mais de voir aussi aujourd'hui que, les portefeuilles crypto, ils sont pas publics par défaut, mais peuvent le devenir. La blockchain, ça devient aussi un grand livre assez ouvert. On verra quels sont en fait les éléments qui s'ajoutent à cela. Et notamment parce que l'Union européenne ajoute un nouveau verrou et pour encadrer aussi la crypto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui se retrouve, on va dire, quelque part un petit peu enfermé d'une certaine manière. Alors, pas totalement enfermé, vous allez certainement reprendre un petit peu les termes que j'ai choisis, mais on a à la fois le MiCA, mais surtout le TFR qui veut que toute transaction supérieure à 1 000 € dans les plateformes, en fait, doit inclure, en fait, une information personnelle. Alors, il y a certainement des subtilités à ajouter, mais c'était pour vous donner des éléments assez concrets sur le fait. Et dans les faits, on a aussi, dans ce climat, Bruno Retailleau, ministre délégué du numérique, a convoqué une réunion d'urgence avec plusieurs fondateurs, avec des effets d'annonce pour certains, d'autres qui se disent en 48 heures, ils pouvaient certainement pas faire plus. Donc, qu'est-ce qu'il a suggéré, notamment priorisation du numéro 17, des audits de sécurité, une cartographie des domiciles qui sont sensibles. Et pendant ce temps, nous, on va peut-être un petit peu s'attaquer un peu à l'imaginaire collectif, parce que dans l'imaginaire, le fondateur crypto reste un homme riche, inaccessible, forcément planqué, et c'est pas vraiment ça, et on va le voir un petit peu ce soir, notamment avec nos invités que je suis ravie d'accueillir. Et en premier, je vais vous présenter Maître Caroline Zorn. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fadila. Ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé Maître Zorn en Et live. ben moi aujourd'hui, je me suis aperçue que je ne m'étais pas maître Caroline Zorn, mais c'est important, voilà. Élue à Strasbourg, avocate en droit de numérique, porte-parole du Parti Pirate, et j'ai vu sur X future autrice de politique et vieille dentelle. Oui, tout à fait. Il y a tellement de sujets en ce moment qui me donnent envie d'écrire que sur les questions politiques et numériques, le plus dur sera de choisir. Mais tu vois, j'ai prévu cet été d'écrire. Voilà. Très bien. Et nous accueillons également, alors ce soir on a la chance, on a des habitués et des personnes qui sont très référentes aussi sur le sujet. Alexandre Stachenko, bonsoir. Bonsoir, et malgré le nom de famille plus dur que Lifshitz, tu l'as très bien dit. Merci. Oui, mais alors tu sais, je suis la reine pour gaffer sur les noms et les prénoms. Alors je vais te dire, j'ai beau essayer de répéter, j'y échappe pas en fait à chaque fois. Donc co-auteur de Bitcoin, le choc géopolitique, nous en avons parlé dans un space précédent, dans un podcast. J'en ai profité là ce soir, je vous ai épinglé là-haut le livre d'Alexandre que évidemment je vous recommande et pour lequel je ne touche pas de royalties, n'est-ce pas? Et puis et nous accueillons aussi Phono Tabank. Bonsoir Phono. Bonsoir Fadila, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Et comme vous pouvez l'entendre avec sa douce voix, qu'il a un joli micro, c'est parce que c'est aussi l'animateur de Faune Radio, qui est une chaîne sur YouTube, mais pas que, parce qu'elle est diffusée également en multi-streaming, sur X, sur LinkedIn et sur Twitch de mémoire. Et donc, un espace assez rare dans le paysage francophone, puisqu'il il combine, il interroge le Bitcoin à partir d'usages, certes, pas seulement concret, mais des tensions politiques, voilà, n'est-ce pas? Une critique Oui, populaire voilà. et politique. Alors c'est très difficile de décrire ce que je fais. Même moi, je sais pas trop ce que je fais, mais toutes les semaines, je prends l'antenne et vous pourrez retrouver très régulièrement Alexandre, Caroline à mon micro. D'ailleurs, dimanche prochain, je reçois Alexandre pour parler de son livre. Voilà, et tes rendez-vous, c'est principalement, t'es un peu comme moi, il t'arrive de faire des émissions un peu exceptionnelles, mais en général, c'est le dimanche soir à 20h. C'est ça, dimanche 20h. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les invités, je vous ai aussi épinglé aussi un sondage que j'ai commencé en fait à vous proposer, que vous pouvez consulter, il est dans les épinglés tout en haut. Je vous ai demandé en fait qu'est-ce que vous préférez risquer. On m'a dit oui que c'était quand même assez un choix cornélien, mais il fallait quand même poser la question. Est-ce que vous préférez donc un braquage IRL, un wallet tracé, la fin du privé ou ne pas choisir? Eh bien, nous reviendrons sur les résultats de ce sondage, mais en attendant, sachez que 53,7% ne veulent pas choisir. Donc, ça nous donne quand même aussi un indicateur. Allez, ma petite question, pied dans le plat dès le départ, que j'aime bien pour un petit tour de table avant qu'on revienne sur les quelques éléments que j'ai pu donner aussi dans mon intro avec une certaine imperfection. Il y a beaucoup de mythes, notamment autour de la crypto, et puis il y a aussi un rêve, hein, celui des transactions libres, sans intermédiaire, sans Big Brother. Sauf qu'en 2025, la réalité a frappé un petit peu la fiction, et on dirait presque que le grand mensonge de la crypto, bah, c'est un peu l'anonymat. Aujourd'hui, on peut analyser une blockchain, ou en tout cas analyser une blockchain, c'est beaucoup plus facile qu'espionner un compte suisse. Les régulateurs ont vos données, les hackers aussi, et puis les braqueurs, bah, ils frappent à votre porte. Alors, ma question un peu cruelle, c'est à part les criminels et les derniers idéalistes, qui peut encore croire et prétendre que la crypto, elle protège vos secrets? Allez. Je lance la patate chaude à Phono, qui a été le premier. Vas-y. Oui, je comprends. Non, mais alors, moi, encore tout à l'heure, j'ai payé mon porno et mon banquier ne le saura jamais, par exemple. Donc, cette question de secret, elle se pose à selon quels sont vos usages et quelle est votre manière d'appréhender l'outil Bitcoin en particulier. Il faut comprendre quelque chose, c'est que dès le début de Bitcoin, dans le white paper, dans le papier blanc, donc en 2008, qui a été signé par Satoshi Nakamoto, il décrit le système bancaire, le système de protection, on va dire des identités en ligne tel qu'il était conçu jusque-là, c'est-à-dire que vous aviez tout un système bancaire extrêmement
opaque de l'extérieur. Si vous n'étiez pas initié, vous ne pouviez pas savoir ce qu'il se passait sur les réseaux Visa, Mastercard, SEPA, que sais-je encore. Et de l'autre côté, vous avez le système bancaire, et puis de l'autre côté, vous avez les usagers. Bitcoin, c'est très différent. Bitcoin, c'est un registre ouvert et décentralisé, et il y a un nouveau paradigme de protection de la vie privée qui apparaît, c'est que vous pouvez auditer en temps réel à peu près tout ce qui se passe sur au moins le registre principal de Bitcoin, et votre travail à vous, c'est d'entretenir une séparation entre votre identité propre, qui je suis, où j'habite, et les données que vous pourrez trouver, qu'on pourra trouver sur vous dans la blockchain. Donc, tout bêtement, vos wallets, combien vous avez donné, à qui, etc. Et cette séparation, il me semble, à partir du moment où Bitcoin n'est pas considéré comme illégal et quelque chose qui est autorisé. Voilà, j'ai le droit d'avoir des Bitcoins, j'ai le droit d'en acheter, d'en vendre. Cette séparation, elle est dans le champ démocratique. Elle est questionnable, elle est débattable, elle est l'objet de revendication dans le champ démocratique. Et on peut demander, on a le droit en tant que citoyen de demander à ce que la surveillance qui est faite de ma propre personne, elle soit proportionnelle, elle soit justifiée et qu'elle soit efficace. Actuellement, de toute évidence, on rend la vie facile aux malfaiteurs et ça doit cesser. Maintenant, pour répondre très précisément à la question, en effet, avoir beaucoup de Bitcoin aujourd'hui et que ça se sache publiquement en France, ce n'est pas enviable. Ouais. Ok. Caroline, je te vois réagir. Tu veux prendre la suite? Oui, je veux bien parce que tu as parlé de secret. Et ça m'a contrarié, vois-tu. Parce que ouais. Là c'est le côté juriste, mais je crois que alors là on vient de savoir, contrairement au banquier de Fono qu'il avait acheté son porno aujourd'hui. Moi je pense que ça relève de sa vie privée et que les cryptos ne sont pas, en tout cas on va parler de Bitcoin par exemple. Le but de Bitcoin n'est pas de cacher ses secrets. Ça a été fait pour être incensurable. Fono l'a parfaitement dit, et tout à fait transparent pour peu qu'on sache y chercher. Et si aujourd'hui, moi, je ne fais pas de photos de nu, par exemple, c'est pas pour protéger des secrets. C'est parce que ma vie privée en tant que telle mérite d'être protégée, même si je n'ai pas de secret. Le respect de la vie privée ne relève pas du secret, en fait, c'est de la confidentialité. Et la confidentialité, c'est l'article 9 du Code civil qui nous dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est le droit d'être laissé en paix, si vous voulez. Donc le respect de la vie privée, il se traduit par une abstention plus que par une action. Il faut laisser tranquille les individus, c'est ce que le respecté doyen Jean Carbonnier disait, et je trouve que c'est très juste, alors que le secret, c'est l'action de cacher quelque chose. Et je pense qu'à partir du moment où on laisse ce message on laisse passer ce message systématiquement en parlant des cryptos et de Bitcoin, que ça sert à cacher quelque chose, sous-entendu, si vous n'avez rien à cacher, vous utilisez votre compte bancaire et vos euros. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas besoin de VPN, vous n'avez pas besoin de... Mais en réalité, vous ne savez pas que vous avez quelque chose à cacher jusqu'au moment où vous avez une enquête ou une écoute sur le dos. Voilà. Donc c'était pour simplement distinguer le secret qui va être l'action de cacher quelque chose, de la confidentialité, du respect de la vie privée, qui est simplement l'abstention. Il faut laisser l'individu tranquille et respecter sa présomption d'innocence en toutes circonstances. Et Caroline m'a un tout petit peu coupé l'herbe sous le pied. Maître Zorn. Je me permets de dire que Maître Zorn, moi, ça me fait penser à Star Trek. Voilà, c'est complètement déconnant, hein, ça n'a pas de sens, mais voilà, je te le dis. Merci. De rien. Non, alors moi, je voulais faire une réponse en citant un texte, et les puristes le reconnaîtront, mais je ne dirai qu'après, évidemment, de quel texte il s'agit. Et j'en ai fait juste quelques extraits pour pas que ça dure 20 minutes, mais que ça prendra un bon 30 secondes, 1 minute. Dans l'ère électronique où nous vivons, le droit à une vie privée est un élément essentiel d'une société libre et ouverte. Le domaine du privé n'est pas celui de la dissimulation. Quelque chose relève du privé dès lors que nous ne souhaitons pas le rendre accessible au monde entier. Un secret désigne une chose que nous ne souhaitons communiquer à personne.
alors que la vie privée, c'était autre chose. Hein. Là, je commente La vie privée dans une société libre et ouverte nécessite des systèmes de transactions anonymes. Jusqu'à présent, le cash a été le premier système de ce type. Un système de transaction anonyme n'est pas un système de transaction secret. Un système anonyme donne aux individus le pouvoir de révéler leur identité s'ils le souhaitent et seulement quand ils le souhaitent. Telle est l'essence du droit à la vie privée. Dans une société ouverte, la vie privée a besoin de cryptographie. Si je dis quelque chose, je veux que cela soit reçu que par ceux auxquels je l'ai destiné. Si le contenu de mon discours est accessible au monde entier, je n'ai plus de vie privée. Si nous souhaitons jouir d'une vie privée, nous devons la défendre. Pour que la vie privée soit universellement respectée, elle doit faire partie du contrat social. Les gens doivent se rassembler et déployer ensemble ces systèmes dans l'intérêt commun. La vie privée de chacun ne sera protégée que si tous y contribuent. Fin de citation, je n'en retirerai rien. Évidemment, les puristes auront reconnu. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, ce sont des extraits du manifeste Cypherpunk, qui est un très bon texte, et qui répond à la question que tu posais, Fadila, à savoir que d'une part, le mensonge dont tu parlais, en fait, mensonge de qui? Parce que globalement, l'industrie crypto passe son temps à répéter que Bitcoin n'est pas anonyme. Donc c'est un mensonge qui est diffusé non pas par l'industrie, mais par d'autres gens. Et deuxièmement, le standard devrait être d'avoir droit à la confidentialité. Et il ne devrait pas y avoir de questions qui se posent parce qu'on choisit d'utiliser un système pseudonyme plutôt qu'un système, comme l'a dit Caroline, comme la banque ou un système traçable. Voilà pour moi. Eh bien, à vous trois, vous nous avez donné en fait, finalement, vous complétez, ça vous le saviez, je pense, déjà d'avance. Mais vous soulevez, alors là, surtout vers la fin, on a parlé surtout de vie privée, mais en même temps, quand tout à l'heure, même Fono parlait de surveillance aussi justifiée, ben, la raison quelque part de cette question, un petit, la question qui tue ou qui pue, comme vous voulez, mais que j'ai posée dès le départ, c'est que dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif, les personnes qui aujourd'hui font de la crypto sont souvent riches, ont certainement de l'argent qui est caché via des clés, etc. Et puis avec un certain nombre de termes et jargons qui sont peu connus. Et du coup, tout ça, ça alimente, alors que c'est totalement faux. C'est pas forcément le prototype. Les personnes n'ont, voilà, c'est pas forcément dans le secret, comme l'a aussi soulevé Caroline. Est-ce qu'on peut justement revenir un peu sur cette idée, casser un petit peu ce moule? Et je sais que tu l'as fait beaucoup cette semaine. Alexandre, je rigole parce que je me dis, tu dois être un peu fatigué de répéter, mais je trouve que c'est assez important aussi de vulgariser, d'expliciter justement et de casser un peu tout ce mythe autour justement de l'imaginaire d'une personne qui est riche, qui a forcément des choses qui sont cachées et que pour la plupart en fait sont dans des transactions qui sont absolument propres. Je veux dire, c'est pas tout l'univers qu'on se fait. Je pense que ça te parle ce que je suis en train de te dire. Ça me parle, mais alors il y a deux éléments, deux éléments de réponse. Le premier, c'est le fond, c'est-à-dire effectivement, il faut débunker ce fantasme. Et le deuxième, j'y viendrai juste après, c'est la responsabilité de qui dans la diffusion de ce fantasme. Et c'est pas une question de pointer du doigt, c'est une question de changer. Parce que si on ne sait pas qui est responsable dans la diffusion de ce contenu, on peut s'en plaindre, mais ça changera pas. Donc là, il y a aussi une part de responsabilité que j'aimerais mettre en avant. La partie fantasme, effectivement, en gros, c'est basé sur le fait que lorsqu'on parle de crypto dans les médias, c'est souvent pour parler du prix, ça monte, ça descend. Dès qu'il y a un traitement dans un reportage ou ailleurs, c'est regardez ce mec-là qui a acheté il y a tant d'années et aujourd'hui est devenu millionnaire, machin. Anecdote. Voilà, l'anecdote, le sensationnel est montré avec les yeux qui brillent. Je prends pas cette expression de façon innocente et j'en parlerai dans la partie responsabilité. Donc ça c'est effectivement d'alimenter un fantasme de la richesse. C'est-à-dire, le premier fantasme de ces criminels, c'est si je cible quelqu'un qui travaille dans cette industrie, alors nécessairement, je cible quelqu'un de riche et donc il va avoir une rançon à me payer. C'est pas vrai. Il y a, déjà ce fantasme de la personne qui aurait acheté en 2012 et qui aurait jamais vendu. Il n'existe pas en fait. Il y en a une poignée disséminée à droite à gauche. La plupart ont soit perdu leurs clés parce qu'à l'époque ça valait rien, soit on n'est pas fou quand on fait x1000. En fait, à un moment donné, on vend. Donc on regarde pas ces bitcoins sans rien faire pendant 10 ans, sans jamais le remettre dans le monde réel. Ça existe de façon sporadique, mais c'est, pour reprendre une expression, c'est pas la majorité du genre. Un peu comme les poissons volants. Donc ça, c'est un premier fantasme qui en plus se complète d'une étude plus statistique, sociologique. Quand on regarde les détenteurs de crypto, il s'agit de jeunes, il s'agit de personnes à revenus modestes, qui en règle générale mettent en crypto quelque chose entre 0 et 10% de leur patrimoine.
Et très souvent, ça veut dire quelque chose autour de quelques milliers d'euros à peine. Donc en fait, on parle d'une catégorie de population qui n'est pas celle qui dispose du patrimoine. En fait, sans vouloir faire de raccourcis, mais pour être caricatural et un peu rapide, puisque pas faire de tunnel, paraît-il. C'est pas le multipropriétaire d'immobilier parisien de 65 ans qui possède de la crypto. En fait, il n'en a pas besoin de la crypto. Celui qui possède de la crypto, c'est, on l'a dit tout à l'heure, et Faune l'a dit tout à l'heure, c'est la minorité opprimée, c'est le jeune marginal, c'est le geek, c'est plein de profils qui ne sont pas nécessairement les plus riches de la planète. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de riches, mais le fantasme est clairement surestimé. Et le deuxième fantasme, c'est le fantasme criminel. C'est-à-dire, c'est la monnaie du terrorisme, c'est la monnaie du dark web, vous êtes intraçable, oulala, c'est opaque. Et comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, c'est pas la communauté crypto qui est responsable de ça. La communauté crypto, en règle générale, enfin, whatever it means d'ailleurs, la communauté crypto, mais quand vous demandez à quelqu'un qui travaille dans l'industrie, il va vous dire, c'est traçable. Il y a des entreprises qui tracent les transactions. C'est d'ailleurs un problème. Il faudrait plus de confidentialité. Et pourtant, malgré ça, on se demande comment, aujourd'hui, en 2025, le traitement reste celui-ci. Et donc, j'enchaîne avec mon dernier point, celui de la responsabilité. Cette semaine passée a été éprouvante à plusieurs égards. Alors, évidemment, parce que ma société est directement concernée, donc forcément, c'était pas fun toute cette semaine. Deuxièmement, parce que j'ai effectivement fait un petit marathon de médias, ce qui est jamais tout à fait reposant. Mais troisièmement, parce que je n'ai pas eu droit qu'à des journalistes compréhensifs, pour le dire comme ça. Pour ceux qui l'ont vu, l'interview par exemple de Pierre Noisa sur BFM, il se fait quand même poser la question en direct, est-ce que ces criminels ne sont pas aussi vos clients ou vos concurrents? Exactement. Encore un mythe. Non mais, je veux dire, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur cette question? C'est même pas les gens pensent que c'est la criminalité, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est le sous-entendu, c'est que Pierre Noisa se réveille à 8h du matin tous les jours pour aller couper des doigts. Qu'est-ce qu'il pense qu'on fait en fait dans notre vie? On en est à ce stade où c'est tellement ancré comme étant certain chez lui qu'il se dit que c'est parfaitement dissible dans la matinale de BFM. Donc je vais pas citer tous les cas que j'ai eus, mais j'en ai eu un paquet qui m'ont dit que c'était ma faute, de notre faute, si on se mettait trop en avant, sans s'apercevoir que tous les enlèvements concernaient des gens qui étaient plutôt discrets accessoirement. J'en ai eu qui m'ont dit, j'ai parlé des yeux qui brillent, vous regarderez une autre matinale d'une chaîne concurrente, après avoir dit pendant 1 minute 30 que la richesse était un fantasme, les questions que j'ai eues, c'est il y a combien de millionnaires crypto en France? Chose à laquelle j'ai répondu, j'en ai aucune idée. L'insistance a été de dire, bah si vous avez forcément une petite idée, non, j'en ai pas d'idée. Question d'après, vous avez quand même les yeux qui brillent de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça en direct dans une matinale? C'est pareil. Enfin, on est à quel point de débridage total pour sortir des dingueries comme ça sur des créneaux horaires qui sont ceux qui sont les plus regardés. Donc, il y a un moment donné, il y a aussi regarder en face la responsabilité de qui. Il y a des criminels qui se disent que c'est une bonne idée d'enlever des gens qui n'ont rien demandé pour demander des rançons et dont le but est de couper des doigts ou de percer des genoux à la perceuse. Et ils le font parce qu'ils sont persuadés qu'on est riche, que c'est l'argent des criminels et qu'ils s'en tireront bien. Nous ne sommes pas ceux qui diffusons ce genre de discours. Donc, ceux qui le diffusent, s'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut juste faire votre travail de journaliste. Je ne dis pas que tous les journalistes sont dans la même case. J'ai aussi eu des journalistes très compétents, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a quand même une partie substantielle du monde politique et médiatique qui a une part de responsabilité dans le fait d'attiser ce genre de fantasmes. Bah merci Alexandre. En plus, c'était tout à fait le sujet que je voulais évoquer. Et je pense que je réitérerai aussi une prochaine fois parce que je pense qu'il faut casser un petit peu cet imaginaire collectif qui est en plus nuisible. Et qui ne correspond absolument pas à la réalité et qui se traduit tout de même dans les faits par des situations, comme tu le disais, effectivement, tu es indirectement impacté puisque c'est la fille de ton patron chez Paymium. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en te présentant, je t'ai présenté en tant qu'auteur et j'ai oublié de dire que tu étais quand même directeur stratégique chez Paymium et aussi président de Bitcoin.fr, il me semble. Hein, c'est ça. L'Institut national de Bitcoin. Sinon, Marco va pas être content. Bitcoin.fr, c'est autre chose. Ok, je dis plus rien. Non, mais merci pour la précision. Et donc, c'est bien que tu aies parlé aussi de responsabilité. Comme ça, je vais justement demander à Maître Caroline. Elle est partie. Ah bon? Je pense qu'elle a eu un bug.
Voilà, le temps que tu trouves un moyen d'enchaîner. Oui, alors je vois encore, là je suis en train de travailler sur les extraits médiatiques, c'est très douloureux quand on connaît un petit peu l'écosystème crypto au sens large, hein, whatever it means, de voir quel est le traitement médiatique en 2025 de ces questions. Je veux dire, en 2015, ok, d'accord. En 2025, normalement, il devrait y avoir dans toutes les rédactions économiques numériques quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle de crypto. C'est extrêmement rare. On les compte sur les doigts d'une main. J'ai vu par exemple, enfin, il y a un thème qui revient souvent, c'est le thème de l'opacité. C'est qu'on nous dit, oui, vous savez, les cryptos, etc., c'est un milieu opaque. Tu parles, c'est tellement opaque que Pierre Noisa a son adresse en ligne. Donc, ce que je veux dire, c'est aussi que ça pose un autre problème, ça pose un problème plus large, c'est que ça ne concerne pas que nous. Je sais que le gros de ta communauté, toi, tu n'es pas une grosse bitcoineuse à la base, tu as bâti ta communauté sur autre chose, donc peut-être que donc voilà, donc il faut être, enfin, je pense à ces gens en particulier, vous êtes concernés. Vous êtes concernés parce que d'abord, un jour ou l'autre, je pense que vous vous y mettrez plus ou moins. Ensuite, quand vous serez enlevé pour une raison ou pour une autre, eh bien, si ces clichés continuent, la rançon sera demandée en crypto. C'est-à-dire que ça pourra être diffuser l'idée que c'est plus simple d'enlever des gens et de demander une rançon en crypto, ça va faire multiplier les kidnappings tout court de gens qui n'ont pas accès à des cryptos. Parce qu'après tout, aujourd'hui, quand tu es des forces de l'ordre, trouver 10 000 balles en crypto et trouver 10 000 balles en liquide, les deux sont aussi difficiles l'une que l'autre. En France, on a en plus je vais dire dogme, mais c'est pas ça, je sais plus comment on dit, la doctrine, voilà, de ne pas payer de rançon. Donc voilà, cette question, elle doit être posée à tout le monde. Ce n'est pas normal que quand on veuille entreprendre en France, eh bien, toute notre vie privée soit déballée comme ça en ligne. Ça pose des questions d'intégrité numérique pour lâcher le mot. Écoute, c'est bien. Tu es revenue, Caroline. Effectivement, j'ai été déconnectée, pardon. Alors, c'est bien parce que Phono disait aussi que demain, nous tous, sans être forcément aujourd'hui dans la cible du fait que nous avons évidemment évoqué, mais on peut tous à un moment donné l'être parce que, eh bien, en fait, il y a un certain nombre de failles. Alors, tout à l'heure, je l'ai évoqué dans l'édito, failles déjà au niveau tout simplement des entrepreneurs, hein, parce que quand on est entrepreneur aujourd'hui, on n'est pas inconnu. Quand je dis pas inconnu, c'est que nos adresses figurent en fait sur le net et sont accessibles pour quelques euros, 3 euros et quelques ou 4 euros, on va dire. Donc ça c'est le premier point, et les cryptos en plus. Alors quand tu as été déconnecté, je voulais faire le point notamment sur la partie, on va dire, responsabilité, les données juridiques, si tu le veux bien, parce que c'est quand même un petit peu ton domaine, entre autres. Est-ce que tu permets, pardon, parce que j'avais une réflexion un peu globale sur ce que Faune et Alex venaient de dire. C'est vraiment révoltant ce qu'a vécu Alex sur ces plateaux. Et moi, ce que je constate, c'est que c'est un relent de conservatisme et une espèce de relent comme ça de loi du talion mélangée à l'idée même de l'esprit de lucre qu'auraient les bitcoiners. C'est vraiment insupportable et c'est des choses qui remontent de très très loin, quoi. L'attaque, pour moi, c'est même synonyme d'une attaque du principe même de la justice et de l'état de droit. C'est-à-dire que on est en train de chercher si quelque part il n'y avait pas une faute morale, parce que les gens qui possèdent des cryptos ou les proches de gens qui possèdent des cryptos, non, rien à se reprocher légalement évidemment, mais peut-être que moralement, et c'est ce qu'on lui a sous-entendu sur ces plateaux, c'est vous avez les yeux qui brillent, vous aimez l'argent, vous avez l'esprit de lutte, vous avez vous contenez en vous-même quelque chose que l'on déteste. On va, vous savez, ça me fait penser à. On a peut-être presque la petite musique. Vous l'avez cherché un petit peu à vouloir jouer. La jupe était courte. Comment étiez-vous habillé? Est-ce que vous avez fait étalage de votre richesse ou de vos gambettes? Il y a vraiment cette mise en accusation. On est dans un système qui devient inquisitoire.
on est face à un tribunal de la bonne pensée, de la morale, en fait. Et ça n'avait rien de juridique. Les questions qu'on lui a posées n'avaient rien de juridique. On aurait pu encore s'attendre à une critique de la réglementation qui livre en réalité l'intégralité des données qui ne sont absolument pas utiles aujourd'hui, mais en plus on sous-entend, il y a un rapport à l'argent et on sous-entend que l'idée même de posséder contient quelque chose recèle quelque chose de mal. C'est vraiment l'image de la jupe trop courte. Et donc c'est vraiment révoltant. Et je pense qu'il y a une responsabilité politique qui est beaucoup plus large que celle que l'on pense. Parce que c'est bien que l'on fasse une réunion de crise dans un ministère pour dire ah là là, comment est-ce qu'on va protéger nos entrepreneurs? Mais on s'en fout qu'ils soient entrepreneurs. Personne ne devrait avoir à subir des braquages, des actes de torture et de barbarie, que l'on soit entrepreneur, que l'on n'ait jamais entrepris quoi que ce soit, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on doit protéger toute personne de ces actes de barbarie, et le fait qu'il y ait une réglementation qui ait imposé un recueil de données et un traitement de données absolument disproportionné par rapport à l'objectif recherché, c'est un autre problème qu'il faut traiter aussi. Mais dans les rangs, là encore, les plus à droite qui se disent que quand même il serait de bon ton de défendre un petit peu les acteurs économiques, moi je trouve ça vraiment, je trouve ça absolument nul qu'on se dise c'est des entrepreneurs donc il faut les protéger. Il faut protéger absolument tout le monde d'actes pareils, mais si c'est pour protéger les gens et quelle qu'elle soit, poser des questions du type qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, c'est absolument insupportable. Et c'est un système inquisitoire dans lequel on tombe, qu'il s'agisse de ces actes-là atroces, comme d'autres actes en matière notamment de violences sexuelles et sexistes, quoi. Donc c'est un retournement, c'est un mouvement global de la société qui est hyper inquiétant et que moi j'appelle le conservatisme crasse. Alors finalement, vous allez beaucoup plus loin que moi et merci parce que moi j'ai dit en intro que c'était pas simplement comment dire les entrepreneurs de la crypto qui évidemment subissent aussi et Alexandre l'a évoqué en fait justement cet imaginaire subit cet imaginaire, on va dire, d'une personne qui est extrêmement riche, qui gagne de l'argent de manière secrète et compagnie. Et tout ça, ça contribue, en fait, justement, peut-être aussi à attiser, en fait, l'attention et l'intérêt et l'envie. C'est pas simplement en fait les entrepreneurs, bien que je vois de plus en plus et j'ai vu beaucoup sur LinkedIn justement cette semaine des entrepreneurs qui commençaient en fait également à se poser des questions sur le fait que leurs données étaient accessibles sur le net et donc très facilement. Mais c'est aussi, comme l'a dit Fono et tu viens de le dire aussi, finalement en fait nous tous se poser aussi des questions autour justement de à la fois de le fait qu'on puisse risquer d'être dans des situations aussi brutales, aussi violentes, parce que je pense que quand même on a tous été impactés quand on a vu cette vidéo, parce que c'était pas simplement un fait divers. Là, on a vu vraiment en live ce que ça donnait. Mais on pose aussi la question autour des données, parce que à partir du moment où il y a des données personnelles, ça génère des listes. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire non plus qu'on est zéro risque quand on voit la liste des entreprises et des institutions et même le gouvernement, que ce soit de la sécurité sociale, que ce soit France Travail ou autres, qui sont fait pirater des données. Et donc, nous avons nos données qui circulent. Et quand on dit les données sont volées, bien souvent, les gens ne s'en pas compte en fait que à quoi peuvent servir en fait ces données, des données qui sont revendues. Alors, il semblerait qu'en l'espèce, l'adresse de celle qui a subi la tentative d'enlèvement provienne d'une fuite de données. En France, on est champion du monde des données exposées sur Internet. 9 Français sur 10 sont concernés. Ah ouais, et ça se traduit par différentes choses. L'usurpation d'identité, je sais oui, que... Une des plus graves étant l'usurpation d'identité, en effet. Et maintenant, on a passé un cap maintenant dans le plus grave. Maintenant, c'est s'en prendre physiquement à une personne qu'on a identifiée comme étant peut-être, j'ai envie de dire riche en crypto, mais riche tout court, ça aurait suffi, à mon sens. Voilà, donc l'idée, c'était de pas faire, en fait, pardonnez-moi, une séquence de victimisation un peu simpliste, etc. Je crois que c'était assez important de poser les choses.
Je vois qu'Alexandre, là, il ne réagit pas de suite, mais je vais revenir aussi vers lui. Si vous avez des questions à poser, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous rappelle que nous avons 3 invités avec nous ce soir. Donc, nous avons Alexandre Stachenko, qui est auteur du livre Bitcoin, le choc géopolitique, et qui est directeur aussi stratégique de Pemium. Maître Caroline Zorn, qui est avocate en droit numérique et porte-parole du Parti Pirate, Phono Taban, qui anime la chaîne Phono Radio, donc crypto politique. Et avant d'enchaîner sur une deuxième partie de la soirée, je vais accueillir JCW, Jean-Christophe. Oui, bonjour tout le Bonsoir, monde, j'espère que tout le monde va bien. bienvenue, merci. En fait, sur votre entretien, c'est normal qu'ils allaient vous dévaloriser ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il y avait un événement antérieur à la télévision qui avait déplu, c'est-à-dire à la Banque de France, où Bernard Arnault, il était en train de discuter avec Bertrand Chameroy. Il disait oui, en dehors, indépendamment des dividendes que je touche, moi, je suis sur une application de crypto-monnaie et en moins de 10 jours, 15 jours, je peux avoir 1 million ou quoi que ce soit. On vous dit que la Banque de France a fait en sorte à faire supprimer ce truc-là. Donc, quand on vous dévalorise, qu'on ne va pas sur le fond, c'est pour dissuader justement les non-profanes à ne pas investir en crypto-monnaie ou détenir des crypto-monnaies. Parce que ces journalistes-là, ils sont comme le monde politique, eux, ils sont sur le contrôle de l'argent, la traçabilité et autres. Donc, c'est pour ce genre d'intérêt. Donc, d'où l'intérêt d'entretenir le mythe sur la crypto-monnaie et autres. Alors, donc toi, ton scénario, c'est de dire que on entretient délibérément en fait ce mythe. Alors, je peux rebondir là-dessus si vous voulez. Il y a certains journalistes très. Je pense que la plupart, honnêtement, c'est juste qu'ils comprennent pas ce que c'est et qu'ils sont fainéants. Ils sont pas allés voir. Ils n'ont pas travaillé leur dossier. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des questions idiotes de Monsieur Barbier. Monsieur Barbier passe beaucoup trop de temps à l'antenne pour travailler les dossiers qu'il traite ensuite à l'antenne. Mais donc la question, je la rappelle à Noisa, est-ce que ce serait pas vos clients ou vos collègues qui ont commandité l'enlèvement? À peu près la même histoire est arrivée à Inoxtag, il me semble. Il avait été, soit sa maison avait été visitée, soit il y avait eu des menaces sur sa famille. Personne n'est allé lui demander si c'était un de ses collègues youtubeurs qui est allé qui lui a commandité tout cela. Il y a quand même quelques journalistes très identifiés qui aujourd'hui font preuve d'ignominie en sous-entendant que de toute façon c'est des libertariens et que ils devraient bien la fermer. Que demander à ce que justice soit faite, que sécurité leur soit établie alors qu'ils payent leurs impôts, que sécurité leur soit établie sur le territoire français, c'est ignoble parce que Bitcoin, gna c'est libertarien, Bitcoin, gna etc. Oui, en plus, Il y a quand même attends, je termine et puis je te laisse continuer. Donc, il y a quand même certains discours qui clairement vont vers cette volonté de contrôle, cette volonté de défense du lobby bancaire. Et là, c'est savoureux parce que les journalistes que je viens de citer, ils se revendiquent comme très à gauche. Mais pour l'immense majorité, je pense quand même que ça relève de l'incompétence. Mais en effet, parfois, on retrouve cette volonté de contrôle. Là, je te rejoins. oui, et en plus, comme insolite, c'est quoi? C'est que comme ils ont compris que les gens ils détiennent des crypto-monnaies ou autres, qu'est-ce qu'on avait appris il n'y a pas très longtemps? Que maintenant, dorénavant, les gens qui sont salariés, qui détiennent un truc, doivent aussi déclarer leur crypto-monnaie. Oui, alors si vous comment dire? Il faut déclarer ses crypto-monnaies, pour ne pas avoir de problème avec le fisc. Maintenant, vous ne le faites pas, vous vous débrouillez avec. Plus-value et ses comptes à l'étranger. Il ne faut pas déclarer ses cryptos. Ok, justement, est-ce qu'on peut revenir justement sur cet autre imaginaire et notamment évoquer le TFR là, qui finalement vient imposer en fait une certaine transparence et parallèlement une certaine vulnérabilité. Est-ce qu'Alexandre, tu veux revenir sur ce point sans qu'on rentre trop dans la technique, hein, s'il y a des personnes après qui veulent poser des questions, évidemment, sont les bienvenus, mais nous expliquer en quoi aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, en fait, justement, les transactions sont en majorité, hein, pas tous, hein, mais connues, déclarées. Alors, je vais faire plutôt dans la poursuite de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que il y a un sujet crypto avec TFR que je vais approfondir, mais
le propos est plus générique. C'est un propos qui touche la réglementation, peut-être si on est un peu plus spécifique, la réglementation financière. TFR est un règlement, donc qui est le règlement sur le transfert de fonds. C'est un règlement qui préexistait au crypto, hein. Il est là depuis longtemps, il s'applique déjà sur le secteur bancaire. Mais le propos plus général, c'est un propos que j'ai détaillé pour ceux que ça intéresse dans un essai que j'ai mis sur mon compte Medium qui s'appelle Les dérives de la surveillance financière menacent nos démocraties, je crois, de tête, et qui est en fait un problème très très générique sur tout ce qui est les politiques anti-blanchiment, qui sont en fait renforcées quasiment tous les 2-3 ans dans tous les domaines. Hein. C'est encore une fois, c'est pas que la crypto. Quand vous voulez faire un virement ou déposer de l'argent à la banque ou ouvrir un compte, voilà, on vous demande toute une série de documents, papier d'identité, justificatif de domicile, justification de l'origine des fonds. Bientôt, on vous demandera votre test d'urine et de l'ADN. En fait, on est rentré dans une forme de surenchère et ce qui est très problématique, c'est qu'elle n'est même pas justifiée. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'état de droit, et là ce que je vais dire va plaire à Estelle et à Caroline, mais du point de vue de l'état de droit, on peut parfaitement tolérer, y compris dans un état de droit libéral, qu'une liberté soit restreinte pour atteindre un but qu'on spécifie et qu'on estime être plus important que la liberté qu'on restreint. Mais on doit le faire avec proportionnalité. Donc on doit dire, ok, la vie privée est une liberté fondamentale, cependant, pour telle et telle raison, ça vaut le coup de perdre un peu de vie privée, si c'est pour, par exemple, préserver le droit à la sûreté de beaucoup plus de gens dans des contextes beaucoup plus importants. Et donc on peut avancer dans ce cadre-là, et c'est ce que je dis, c'est pas la réglementation c'est nul dans tous les cas, etc. En revanche, sur la réglementation financière, c'est devenu un sujet de débat qui est, on va dire, très mal traité et qui est devenu un peu fou dans le débat public, parce que la focale du débat a été déplacée. C'est plus on est pour ou contre la liquidation d'une liberté fondamentale sur l'autel d'une base juridique nécessaire, on est sur un débat de est-ce que tu es pour ou contre le blanchiment. Et donc évidemment, comme personne ne veut dire qu'il est pour le blanchiment, eh bien personne ne s'oppose chaque année, chaque 2-3 ans, au renforcement de cette réglementation qui pourtant, à mon sens, n'est pas du tout conforme à tout ce qui est RGPD, CEDH, liberté fondamentale, etc. parce que on liquide toute notre vie privée sur l'autel de quelque chose qui n'est même pas efficace. Et donc, dans le cadre de TFR, en particulier sur la catégorie crypto, en fait, c'est juste qu'on est arrivé dans un point où on se dit mais c'est plus possible. Là, c'est pas juste absurde et économiquement con pour les entreprises du secteur qui perdent en compétitivité. Là, c'est dangereux physiquement. Et ça, évidemment, ça fait depuis que le texte est discuté qu'on le dit. Mais évidemment, pour ne pas les citer, nos députés européennes préférées qui ont voté ce texte ont préféré bloquer globalement les acteurs du milieu, les accuser de harcèlement et dire qu'on était là pour défendre nos intérêts économiques et que donc du coup, il ne fallait pas nous écouter. Et donc, on a passé ce texte dans lequel on va obliger tous les prestataires de services sur actifs numériques à conserver, à collecter des vérifications d'identité sur tous les transferts qui ont lieu avec des portefeuilles personnels. Et ça, dans la finance traditionnelle, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les portefeuilles personnels, ça n'existe pas. Dans la finance traditionnelle, on n'a jamais de l'argent en propre, on a toujours un compte chez quelqu'un. Donc dans le cadre des cryptos, là où ça devient justement très dangereux, c'est que chaque prestataire est en train de constituer une petite base contre son gré, globalement, où il y aura nom, prénom, adresse physique, et puis à côté, adresse de portefeuille. Et adresse de portefeuille, ça veut dire aussi quelle richesse, quel patrimoine, avec qui il interagit, quand, qui sont les personnes avec qui il fait des transactions, de qui il reçoit de l'argent. C'est littéralement l'entièreté de la vie de son patrimoine. Et donc évidemment, étant donné le contexte où il y a une fuite de données par jour globalement, la question c'est pas de savoir si, mais plutôt quand cette donnée fuitera. Et quand elle fuitera, vous aurez donc sur le dark web, à la destination de n'importe qui, des registres qui vous permettront de classer en gros qui est le plus riche et où est-ce qu'il habite. Et ça, étant donné l'actualité, évidemment, c'est extrêmement dangereux parce qu'aujourd'hui, si le débat c'est, tu vois, est-ce que la BRI est compétente d'aller empêcher ou sauver des personnes qui se sont fait enlever, et elle l'est. Il faut toujours le rappeler, là, tous les enlèvements ont été réglés et les interpellations ont été faites très rapidement. Donc c'est pas un souci de force de sécurité. En revanche, si dans 2-3 ans, en fait, on a 3 enlèvements par jour, la BRI ne pourra pas intervenir partout, c'est pas possible. Et comme le disaient Faune et Caroline avant, c'est pas la crypto, c'est first step, quoi. C'est demain, c'est les entrepreneurs. Après, c'est n'importe qui a un petit peu de succès et qui le montre. Après, c'est je sais pas, mais il faut que j'essaye sur des gens que je pense qui sont riches.
riches, c'est un peu tout le monde. Et donc ça, c'est très grave. Le fait que dans TFR, on ait cette disposition extrêmement dangereuse sur les adresses physiques, c'est évidemment extrêmement problématique. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ça puisse nous faire prendre conscience, comme un choc du point de vue de la société, que nous sommes allés trop loin sur ces réglementations qui n'ont pas de sens, qui mettent tout le monde en danger, et dont la partie crypto n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les autres réglementations ne produisent pas plus d'effets et mettent également des gens en danger, même s'il n'y a pas nécessairement l'adresse physique à côté du patrimoine. Donc voilà, ça c'est pour TFR d'un point de vue crypto, mais tu l'auras compris, c'est une problématique bien plus large. Un mot, en France, il me semble pas que c'était le cas, mais à l'échelle du globe, on a déjà vu ce genre d'attaque. Donc, on appelle ça une attaque de clé à molette, c'est-à-dire extorquer une clé privée, donc extorquer un mot de passe Bitcoin pour faire simple à quelqu'un pour récupérer 5 000, 10 000 balles. Donc c'est pas, vous dites pas, je suis protégé, moi j'ai pas des sommes folles. J'ai eu la chance de rater le train Bitcoin, donc j'ai pas des sommes folles, etc. Non, ça peut être les malfrats sont profondément stupides. Ils n'ont aucune notion de jauger le risque. Et surtout de l'extérieur, ils se disent crypto c'est de l'argent, même si la personne a juste 100 000 balles en crypto, il lui arrivera des bricoles. Sachant qu'en France, on a eu des cas d'homicide dans les précédentes années. J'ai en mémoire au moins 2 étudiants. Un, c'était en Alsace, je crois, de mémoire. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'était dans l'est de la France. Et un autre, c'était à Toulouse, où il avait juste dit sur des réseaux, moi, j'aime bien la crypto, et assassinat. Voilà. Donc, on n'est pas effectivement dans juste le fantasme sur les richissimes. C'est que à un moment donné, ils vont aussi baisser leur niveau d'attente sur les cibles parce qu'ils vont se dire les riches, ils se protègent, donc je vais aller dans le grade d'en dessous. Et donc, si ces enlèvements réussissent, qu'il n'y a pas de soutien de la part d'une partie substantielle de la population, je fais référence évidemment au même journaliste dont parlait Faune, si on voit que globalement la perception du grand public, c'est que c'est un peu comme une guerre de gang, hein, c'est des gens qui l'ont cherché entre eux, mais de toute façon, c'est entre criminels, en fait, ils vont juste continuer. Et ils vont aller de plus en plus sur d'autres cibles, et donc ça va finir par être quelque chose d'endémique sur des affaires. Enfin, moi, je me disais pas comme ça, on verra ce genre de truc en France arriver aussi fréquemment et revenir, quoi. Finalement, Caroline, c'est peut-être que, désolée, mais je vais te laisser évidemment intervenir, mais ça va peut-être renforcer le fameux secret dont je parlais tout à l'heure, qui n'existait pas en fait. Enfin, par protection, hein. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu peux me formuler la question? Pardon, j'étais partie sur un autre élément. J'ai pas été assez attentive. Alors vas-y, pars et je reviens sur ça. D'accord. Alors je voulais faire les précisions sur l'affaire qu'évoquait Alexandre. C'était en Haute-Saône. Donc c'est un ingénieur de 19 ans qui a été poignardé à mort par un couple qui effectivement avait monté un guet-apens voulant récupérer ce qu'ils estimaient à 200 000 euros de Bitcoin en Bitcoin. Et puis ils l'ont massacré. Voilà, ça s'est pas passé comme ils voulaient. Donc c'était effectivement il y a quelques années. Donc et il y a effectivement une méconnaissance, mais c'est effarant de se dire que la méconnaissance de la manière dont c'est pas de la criminalité aiguisée, en tout cas moins que leur couteau, cette méconnaissance, elle est quand même partagée par des journalistes qui vont avoir la même les mêmes fantasmes, les mêmes réflexes bas de gamme. Donc c'est ça qui est effrayant. C'est là qu'on se dit qu'il y a un problème, global. Je reviens toujours à l'éducation au numérique, hein, puisque la liberté financière et la connaissance du système des crypto-monnaies fait partie de l'éducation au numérique qu'on devrait tous avoir. Et ce que je voulais dire sur cette question de proportionnalité qu'a redit Alex et qui est vraiment c'est ça en fait le point clé entre la réglementation, enfin la raison pour laquelle on devrait ne pas accepter cette réglementation et la raison pour laquelle les eurodéputés n'auraient jamais dû se laisser berner par ce mot contre le terrorisme. C'est pas comme le port salut en fait, il suffit pas d'écrire dessus c'est contre le terrorisme, donc forcément si vous ne votez pas pour cette réglementation, vous soutenez le terrorisme. Hein, mais bon, ils tombent dans ce piège assez régulièrement. Donc cette question de la proportionnalité, je vais prendre un exemple très concret. J'en ai parlé chez Faune, chez toi Faune, il y a quelques temps. En ce moment, il est question de savoir si on doit anonymiser les décisions de justice. C'est-à-dire que beaucoup de magistrats demandent à ce que dans les décisions de justice, leur nom soit enlevé.
parce qu'on l'a vu, notamment avec l'affaire de la condamnation de Marine Le Pen. C'est des menaces graves, des attaques au domicile de la responsable, de la présidente en fait de la formation collégiale qui a prononcé la sanction d'inéligibilité. Et donc il y a beaucoup de décisions comme ça dans lesquelles les magistrats sont fortement inquiétés. Même chose pour les avocats. On a vu des listes circuler d'avocats à éliminer parce que c'était de la vermine, protéger les soi-disant les personnes en situation irrégulière. Bref, donc la question se pose et le garde des Sceaux est en train de réfléchir à ça. Est-ce qu'il faut faire passer un texte pour supprimer l'identité dans les décisions de justice? Moi, je dis que non. Moi, je dis que l'identité, lorsqu'elle elle est présente parce qu'on a une responsabilité. Dans une décision de justice, c'est quand même une des plus grandes responsabilités qu'on peut avoir, de priver de liberté quelqu'un notamment. Il faut que le nom de la personne soit là parce qu'il faut assumer cette décision. Et il faut protéger les personnes qui défendent comme les personnes qui condamnent. Bon, maintenant, si l'identité des personnes n'a pas de lien avec une fonction, une responsabilité, et en l'occurrence, je ne vois pas pourquoi des personnes qui ont des cryptoactifs plus que n'importe quelle propriété devraient voir leur nom avec autant de précision, leur date de naissance, leur adresse, etc., présente dans des fichiers. Ça n'a pas, en fait, d'intérêt. Et si quelqu'un est là pour me dire, mais bien sûr que ça a un intérêt, mais prouvez-le. Où est l'analyse d'impact? Quelles sont les analyses d'impact sur ce texte? Et en réalité, il n'y en a pas. Parce qu'il est bien évident que ça lutte contre le terrorisme. Voilà. Comme il est bien évident que mettre fin aux messageries cryptées va permettre de lutter contre la pédocriminalité. Comme il est bien évident que plus on aura des drones dans l'espace public, moins il y aura d'actes de terrorisme. Ce sont des impensés. Ça, c'est de la fainéantise et c'est insupportable. Voilà ce que je voulais ajouter, Fadila. Non, parce que tout à l'heure, ce que j'évoquais simplement, c'était par rapport en fait à la crainte d'avoir son nom et ses identifiants circuler, c'est de finalement de plus oser en fait en parler ouvertement et que ça devienne en fait un secret pour pouvoir en fait se protéger. Et ce que tu évoquais à l'instant aussi va à l'encontre en fait aussi de la transparence et sur l'open data, tu sais. Mais je crois surtout que quand tu parlais du cas par exemple des magistrats, c'est qu'il y a aussi eu des erreurs de communication, à l'instar de l'expérience qu'a évoqué aussi Alexandre quand il s'est fait interroger sur BFM, mais on a fait donc un lien, on va dire quelque part un peu crapuleux, quoi, d'une certaine manière. Eh ben, en 2 mots. Là, tu viens effectivement de parler de l'intérêt de garder le secret sur ce que l'on possède. Vivons heureux, vivons cachés. Mais peu importe que tu en parles. Imaginons que tu n'en parles même pas à ta famille. La question, c'est pas ça, puisque les données sont collectées et TFR prévoit que toutes ces données très précises, date de naissance, numéro d'identification personnelle, adresse physique, nom de compte, nom, tout cela soit présent dans des fichiers. Et donc, là, on va quand même dire un mot de l'intégrité numérique chère à Alexis Roussel. À partir du moment où toutes ces données sont présentes, sont collectées et traitées alors qu'il n'y a pas d'intérêt direct, on peut considérer que c'est une atteinte à notre intégrité numérique, puisque ça n'a pas à être là. Et donc, c'est un danger on fait courir un danger, puisque les fuites de données aujourd'hui sont extrêmement fréquentes. Plus on collecte de données et plus on fait prendre de risques aux personnes. Et là, pour le coup, ce sont des risques qui sont majeurs. Oui, parce que tout fichier peut être hacké à un moment donné. Juste une phrase, ça pousse à ne pas jouer le jeu. Ça pousse à vraiment rentrer dans un système opaque, à ne jamais rien déclarer, à ne jamais rien. Ça pousse en réalité à la clandestinité, ce qui ne devrait pas être le cas. Moi, vivons heureux, vivons cachés, ok, très bien, mais ça ne doit pas être une obligation. Ouais, ça grippe tout ça, le système. Je voulais rajouter aussi par rapport à TFR, parce que il y a le sujet macro que j'ai évoqué, mais je pense que sur TFR, les gens ne se rendent pas compte de l'absurdité et de la dangerosité du texte dans son application, dans la méthode par laquelle ça a été voté à la va-vite, dans laquelle, alors c'est pas le même texte, mais je me suis ravi devant une phrase récente du Comité européen pour la protection des données qui, analysant la blockchain et constatant qu'on ne pouvait pas supprimer d'informations, avait donné la phrase suivante: l'impossibilité technique ne justifie pas le contournement de la norme. C'est en fait, on a une vision dans laquelle
on en arrive à un stade où le producteur de la norme, le législateur, en fait, ne regarde plus le réel. Ça ne l'intéresse pas, le réel. Le réel est chiant. Ce qui est intéressant, c'est la théorie et la norme. Et donc, ils produisent des trucs. C'est pas applicable. C'est pas faisable. Ce n'est même pas temporellement implémentable. Donc, sur TFR, je vais le dire très précisément, en tant que Premium, je fais quoi? J'ai l'obligation de partager les infos que je collecte. Hein, donc, les trucs là qu'on vient de dire, que c'est extrêmement sensible. Je ne connais pas l'entièreté des plateformes d'échange dans le monde. Je ne sais pas si elles sont fiables. Je ne sais pas si je dois leur envoyer des données. Est-ce qu'il existe un outil sécurisé qui permet de le faire? Il n'existe pas. Premium, on reçoit parfois des données en clair. Il y a des exchanges qui nous balancent des données en clair de Jean-Michel, il habite en Sicile et voilà combien il a. C'est pas chiffré, il n'y a pas d'outil, il n'y a rien. Donc, on est dans un délire d'un niveau. C'est effarant. Et en plus, même si on me disait, bah regarde, tu peux utiliser cet outil sécurisé, attendez, pardon, vous voulez dire la boîte qui s'est fondée il y a 8 mois là? Je vais lui filer toutes mes datas? Je sais même pas si dans un an elle sera toujours là. Pourquoi j'ai une obligation réglementaire? Accessoirement, cette boîte-là, vous voulez dire celle qui est la filiale de mon concurrent? Enfin, accessoirement, les concurrents américains qui, en règle générale, voilà, le RGPD, pour eux, c'est 4 lettres de l'alphabet, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est pas faisable, c'est pareil. Obligation de vérifier l'identité d'un portefeuille personnel au-delà de 1 000 €. Je fais comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas chez la personne. Elle peut avoir un flingue sur la tempe. Ça peut être une autre personne qui signe. Je ne sais pas. C'est pas prévu. Personne n'y a pensé au fait que c'était impossible. Enfin, sauf s'ils ont évidemment leur doxa, donc le fameux l'impossibilité technique ne justifie pas de ne pas respecter la norme. Mais on est à un niveau de délire qui est très élevé. Vraiment sur TFR, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est un niveau de délire assez élevé. Eh bien, moi, j'ai découvert ça en traitant ce sujet-là. Donc, je vous remercie beaucoup de nous parler sans langue de bois. Il y a JCW qui voulait intervenir, mais juste avant, je voulais quand même vous partager un commentaire. Donc, c'est Charlie Bigood qui partage un ressenti. Commentez si vous le souhaitez. Il dit « Je note qu'il y a aussi de la jalousie au sein des classes de pouvoir, y compris médiatiques, qui est de plus en plus visible au fil que le prix du BTC voit son prix augmenter. Donc, ces mêmes classes de pouvoir qui se vantaient jusque-là de détenir le capital. Bitcoin est un des rares actifs qui leur a totalement échappé pour la grande majorité et au profit de classes bien plus modestes. Et elle garde un goût amer. » J'ai essayé de respecter le texte. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à cela. Moi, ça me fait penser, alors c'est connexe, mais je pense que je comprends ce que Charlie veut dire. Moi, ça me fait penser à, je ne sais pas si vous l'avez en tête, parce qu'elle avait été pas mal commentée, c'était la première interview de Squeezie chez Ardisson, où en fait, Ardisson l'avait reçu dans une forme de traquenard. Et où en fait, il s'était globalement moqué de lui pendant 1 heure, en mode toi, t'es un mignon qui fait des vidéos sur Internet. Et en fait, le mignon qui faisait des vidéos sur Internet, il faisait plus de vues que lui, et accessoirement, il avait plus d'audience, plus de contrats publicitaires, et en fait, c'est un entrepreneur qui avait un certain succès, mais Ardisson qui a été le king de la télé, quoi. Enfin, c'est un très grand professionnel avec une très grande audience qui a inventé des formats dynamiques, etc. Il n'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir qu'effectivement, il y avait un connard depuis son salon qui pouvait lui voler la vedette. Et c'est un petit peu la même chose que j'entends là-dedans, c'est-à-dire que, et effectivement, c'est vrai, il y a une partie, je pense, de ce qu'on peut appeler rapidement les élites, même si, bon, voilà, c'est un terme quand même assez vague, mais en tout cas de personnes en poste à responsabilité, de pouvoir visible, dont la parole compte, etc. C'est des gens qui, effectivement, n'ont rien vu. Ça fait 15 ans qu'ils disent que Bitcoin doit mourir. Ça meurt pas. Et à un moment donné, ils se prennent dans la figure qu'ils ont raté le truc. Et effectivement, ça conduit alors je ne sais pas si c'est de la jalousie, de l'envie, j'en sais rien, je ne veux pas faire la psychologie de comptoir, mais ça conduit nécessairement quand même à un biais dans le traitement du sujet, qui est quasiment qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça reste confidentiel, parce que sinon ça voudrait dire quoi de leur propre perspicacité? Bah, ça voudrait dire qu'ils l'ont raté, donc en fait ça questionne le pourquoi ils sont là. Donc c'est un truc effectivement que je pense qu'il y a une part de ça. Je ne sais pas à quel point elle joue, mais il y a clairement une part de ça.
et je tempérerai mon propos par un dernier commentaire qui est que je pense que c'est pas de la malfaisance ou que c'est humain. N'importe qui a fait 30 ans de carrière dans un métier, qui en connaît les ficelles, les rouages, qui a de l'expérience, qui en plus a construit un réseau, etc., ne va pas tout de suite ouvrir les yeux sur un truc qui vient contre lui d'un endroit obscur d'Internet et qui n'a jamais marché sur les 30 dernières années de sa carrière. Et donc c'est même pas une stigmatisation en mode ah oui c'est des gens qui sont méchants, etc. Je pense que c'est juste que il y a une inadéquation et qui fait qu'il y a une forme de préservation de la rente, qu'elle soit capitalistique, intellectuelle ou médiatique, qui conduit à effectivement avoir un traitement de ce style-là. Alors, je suis d'accord Objectivement, avec... là-dessus, objectivement, il y a un secteur qui a complètement raté Bitcoin. C'est celui qui aurait dû l'accueillir le plus tôt, c'est le secteur bancaire, et ils ont le seum. Vous inquiétez pas, ils vont se rattraper, hein. Eux, ils ont tout le temps, ils ont tout l'argent du monde et donc tout le temps du monde. Maintenant que la caste médiatique soit les chiens de garde du secteur bancaire, je ne me sens pas que ça soit démontré. Ou alors c'est une nouvelle preuve de cet état de fait. Vont-ils se rattraper eux? Nous verrons bien. Oui, moi je voulais juste ajouter, Alexandre, par rapport à l'exemple que tu avais donné, notamment Ardisson, mais j'allais dire, mais il n'était pas le seul, hein, Ruquier aussi, je crois qu'il a fait la même chose, mais enfin, et d'autres aussi. Je parlerai pas forcément de jalousie. Je mentionnais juste le passage que j'ai en tête parce qu'il a été, il a été très commenté parce que justement Squeezie avait lui-même dit après, en fait, je suis arrivé dans un putain de guet-apens, quoi. Tout à fait. Non, mais de toute façon, d'une manière générale, il y a une sorte aussi de mépris vis-à-vis des nouvelles économies. Et qui leur échappe en fait. Quand je dis des nouvelles économies, je pense que tu as compris, je parle surtout de nouvelles façons finalement aujourd'hui de peut-être aussi à la fois d'épargner, d'investir et qui sortent, on va dire, des sentiers battus. Caroline, tu voulais réagir ou je passe la parole à JCW? Ouais, très très rapidement. Cette phrase absolument magique que donnait Alexandre sur l'impossibilité technique qui ne peut pas être invoquée pour justifier le non-respect du règlement général sur la protection des données, c'est le Comité européen de protection des données qui nous dit ça. Et ce que j'adore, c'est mettre en parallèle les dernières décisions des tribunaux administratifs, notamment dans le dossier Stocamine. Stocamine, c'est le confinement définitif des déchets. Donc de l'entreprise Stocamine, et la dernière décision qui a été rendue, c'était pour dire à un autre moment, si ça avait été plus tôt, oui, on aurait demandé à ressortir les déchets qui risquent de menacer la plus grande réserve d'eau potable d'Europe occidentale, mais bon, maintenant c'est tard, en fait, on peut plus faire autrement. Et ça a été la même chose sur le grand contournement ouest en Alsace encore, où le tribunal, ça a été jusqu'au Conseil d'État qui a dit, mais en fait, l'autoroute est finie. Maintenant, bon, voilà, on peut pas revenir en arrière. C'est une impossibilité technique. Donc c'est quand même marrant de constater que effectivement quand ce sont des opérateurs en matière de crypto, on leur dit ah bah désolé, l'impossibilité technique ne peut pas être invoquée. Mais en revanche quand c'est l'État qui lance des projets pharaoniques et écocides pour que finalement avant même que toutes les décisions aient été rendues, bon bah là tant pis, hein, impossibilité technique. Voilà, c'était juste pour relever ça. Merci à toi. JCW, merci pour ta patience. Tu souhaitais réagir? Oui, donc est-ce que Alexandre Faune, vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le MiCA? En 10 minutes. En version Et très est-ce qu'il simple. s'appelle aussi le PSCA? PSCA, oui, ok. MiCA, c'est une réglementation européenne qui encadre les PSCA. Et les PSCA, c'est les prestataires de services en cryptoactifs. Donc, par exemple, Pemium est un PSCA. N'importe qui fait des prestations de services sur les cryptos est un PSCA, ou en tout cas en devenir. MiCA, c'est une tentative de mettre dans un carcan réglementaire les activités de marché. Donc, ça veut dire c'est un texte dont le fond, en fait, est très peu contestable à au moins 70 ou 80%, parce que le but est de dire pas d'abus de marché, pas de délit d'initié, pas de X, Y, Z, hein, je connais plus les pages par cœur. Donc dans le fond, bah oui, très bien, effectivement, personne n'est pour les abus de marché, les délits d'initié. Mais en revanche, c'est un texte qui n'a pas été assez travaillé parce qu'il n'est pas adapté. Typiquement, c'est quoi un délit d'initié dans Bitcoin? Voilà, il n'y a pas de SAS Bitcoin avec des gens qui ont des informations privilégiées. Donc, je ne comprends pas l'application. Il y a de la même façon, on ne peut pas avoir de délit d'initié dans l'or, en fait. L'or, c'est pas une SASU. Donc, c'est pas le fond du texte en soi. C'est plus qu'il est peu adapté dans un certain nombre de dispositions. Que aussi, il est complètement débile sur sa partie Bitcoin et l'environnement, hein, puisque
pour le coup, Mika, on a échappé de très peu à l'interdiction de Bitcoin sur des bases environnementales. Donc évidemment, quand on regarde ça avec 4 ans ou 5 ans de recul et que maintenant la littérature scientifique nous dit qu'il faut développer Bitcoin pour l'environnement, on se dit que ça aurait été une énième décision complètement débile de la part de l'Europe, comme ça arrive trop fréquemment malheureusement. Donc à la place, on a droit à chaque crypto doit produire un rapport sur son empreinte carbone. Alors je ne sais pas qui va produire le rapport sur Bitcoin, Monsieur Satoshi Nakamoto ou Madame Satoshi Nakamoto, je ne sais pas, peut-être s'il ou elle se réveille, il va produire un rapport sur l'empreinte environnementale de Bitcoin. Donc Ce sera l'INBI. Ce sera peut-être l'INBI, effectivement. Non, enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas adapté. Et puis la deuxième chose que je critique beaucoup sur ce texte, c'est son timing. C'est que ici aussi, c'est une forme d'éthique de conviction qui a été prise par le Parlement européen, c'est-à-dire il faut montrer qu'on est éthique, il faut montrer qu'on régule le marché, mais sans prendre en compte le réel. Le réel, c'était en fait de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une boîte qui fait la taille du Crédit Agricole et qui va continuer de se développer pendant que toi, tu es en train de réguler pour te donner bonne conscience, mais en fait, tu vas juste suicider ton industrie. Et donc, c'est ce qui se passe, malheureusement. Hein, nous sommes en train de suicider notre industrie, pendant que les géants américains commencent à peine. Hein, Coinbase, on est sur 150 millions de clients, donc c'est 3 ou 4 fois le Crédit Agricole, qui est la plus grande banque retail de France. Et là, ils commencent à peine à discuter de comment on les régule. Donc, en fait, tu vois, c'est une question de timing, c'est que ils ont essayé de réguler une industrie immature d'entrepreneurs qui étaient dans un garage en train d'essayer de faire des trucs, comme si c'était l'industrie bancaire dont la plupart des tenants ont quasiment 200 ans. Donc ça, c'est évidemment aussi malheureusement un prisme trop souvent européen. On a fait la même chose sur l'IA. On a une régulation. On n'a pas de boîte, mais on a une régulation. Et donc on refait malheureusement à chaque fois la même erreur de penser que la norme est performative, voilà, va créer le réel, malheureusement. Merci pour la question. Alors, je voulais justement en profiter, dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à venir poser une question, que vous vous y connaissiez ou pas, en fait, dans le domaine. Je suis la première à revendiquer mon statut de novice. Et si je vous propose justement des lives sur ce sujet, eh bien, c'est pour contribuer à ma manière, en fait, à faire aussi de la pédagogie. Et surtout, lorsqu'on est bien accompagné, parce que j'ai la chance quand même d'avoir des personnes qui acceptent aussi mes invitations et qui ont vraiment des choses en fait à vous apporter, qui non seulement maîtrisent l'art, on va dire, de la pédagogie, parce qu'il en faut. Et donc quand je dis pédagogie, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on parle de pédagogie quand on parle des adultes, mais moi quand je dis pédagogie, c'est justement le fait de pouvoir être accessible à tous et de trouver en fait les mots pour que ça soit aussi compréhensible. Donc n'hésitez pas à lever la main et à venir à intervenir, à poser des questions à maître Caroline Zorn, que je rappelle, qui est élue à Strasbourg, avocate en droit du numérique, porte-parole du Parti Pirate et future autrice. Alexandre Stachenko, qui est co-auteur du livre Bitcoin, le choc géopolitique, chez Duno, qui est aussi directeur stratégique chez Penium. Et puis Faune Tabank, animateur de la chaîne YouTube Faune Radio, qui fait de la crypto-politique. Rendez-vous du dimanche soir. Voilà, alors j'ai 2 choses à partager avec vous. D'abord, on a encore un autre commentaire de Charlie Bigood qui va un petit peu dans le sens de ma réaction de tout à l'heure, puisqu'il dit « Dès lors que l'on considère que nos données numériques ne sont pas en sécurité et peuvent être utilisées à mauvais escient par des sociétés tierces, je comprends que beaucoup d'investisseurs crypto se sentent légitimes à préférer la confidentialité et le vivre caché, car estimant que notre État manque à ses devoirs de protéger les concitoyens. » Alors sa réaction... C'est la grande phrase de Tim May, un grand cypherpunk, qui disait si les criminels sont les derniers à avoir une vie privée, alors nous vivrons comme des criminels. Pour étendre le propos au monde physique, vous l'aurez sûrement vu que cette semaine et la semaine dernière, notamment suite au propos de Eric Larchevêque, on nous a aussi demandé sur tout un tas de plateaux si on était en faveur du retour du port d'armes. Moi, j'ai pas d'avis sur la question, parce que c'est une question difficile en vrai. Donc voilà, ce ne sera pas nécessairement le soir d'en discuter, mais mon propos, c'est que de la même façon, s'ils ne résolvent pas ce genre de problème, je pense que nous allons avoir un retour de ce genre de questions de plus en plus sur le même raisonnement. C'est-à-dire, en fait, si l'État ne peut pas nous protéger, en fait, je vais le faire tout seul. Et ça, il y a déjà certaines communautés en France qui s'organisent de cette façon-là. Honnêtement, c'est difficile de leur en vouloir.
Et je pense que si on va de plus en plus vers ce genre de violence endémique et qu'elle n'est pas réglée, la question va revenir de plus en plus souvent dans le débat public, jusqu'à un point où on aura un effet de seuil, où il y aura suffisamment de gens qui pensent que c'est important de voir ce retour du port d'armes, et donc certains politiques diront bah ok, j'ai un marché électoral, etc. Et ça aura rejoint le débat public. Donc encore une fois, j'ai pas d'avis sur la question parce que c'est une question difficile, il y a du pour et du contre, mais juste le débat va revenir en fait, que vous le vouliez ou non, si vous réglez pas le problème. Alors, je vais vous donner aussi des nouvelles concernant le sondage. Bon, actuellement, sur le Space, nous sommes 47. Dans le sondage, il y a 43 votes. Donc, tu préfères risquer quoi, le braquage ou la surveillance? Il y avait braquage 25,6%, mais ne pas choisir entre le wallet tracé, la fin de la vie privée ou le braquage. Ne pas choisir est à 55,8%. Ça me permet quelque part aussi de faire le lien avec un autre élément que je voulais évoquer. C'était aussi réaction du ministre Retailleau qui a fait une réunion. Je crois que ta société était conviée, Alexandre, à cette réunion, un peu à la va-vite, avec des propositions aussi. Bon, on se doute bien qu'en 48 heures, c'était quand même plus politique que des solutions qui étaient concrètes. Hein. Il faut être un petit peu aussi réaliste. Et donc moi, ce que j'ai compris, donc c'est que Bruno Retailleau, donc qui est aussi ministre délégué au numérique, a fait proposer 8 mesures principales, un canal de signalement dédié via Pharos, un groupe interministériel de crise qui va centraliser les menaces contre les entrepreneurs crypto, réunion d'urgence donc avec des acteurs, donc il y avait Ledger, Penium, Bistack, c'est ça. Un statut juridique profession à risque. Alors ça, je m'interroge là-dessus parce que bon, à étudier pour limiter les publications des informations personnelles dans les bases publiques CABIS. J'ai l'impression qu'on se retrouve, Caroline, je te laisserai réagir, un peu, tu sais, un peu comme pendant le Covid, quand il y avait on avait les métiers essentiels et puis les professions essentielles. Là, on aurait les professions à risque. Donc, bon. Magistrat. En fait, ok. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Soutien à la relocalisation et protection physique des fondateurs. Ah oui, ça, c'est parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup qui finalement quittent la France ou en tout cas font héberger ont des cyber, c'est ça, des cyber coffrets qui sont en fait à l'extérieur. Vous allez voir aussi, vous allez pouvoir me dire si j'ai bien compris ou pas, et puis de compléter. Il s'agit plus de physique, hein, c'est que tu vois, si dans mon industrie... Attends, juste je termine. Je termine les 8. L'extension du 17 police, donc création d'un numéro d'urgence. Donc on a échappé au 08, là ce sera une extension au 17. Cartographie des infrastructures qui sont critiques, comme les data centers, les nodes, blockchain, cold storage, etc. et tout. Et création d'un cadre PIA crypto. Donc voilà, PIA étant plan d'investissement d'avenir. Qui veut réagir en premier? Vas-y. Alors, juste la question, c'est, tu l'as vu où toutes ces mesures? Parce que là, il y avait un peu de tout, il y avait de l'économique, du sécuritaire. C'est pas le communiqué qui est sorti du ministère la semaine dernière. Donc, tu parles de quelle déclaration? Alors là, j'avoue que j'ai recensé en fait majoritairement ce que j'ai pu lire dans mes différentes sources. Et donc pour toi, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est qu'il y a des choses vraies et d'autres qui ne sont pas dans le communiqué. D'accord. Je pense que la partie plan d'investissement d'avenir, non seulement ça aurait été déplacé de parler de PIA à ce moment-là, mais en plus, je pense que c'est toujours pas le cas, c'est-à-dire qu'on est pas... oui, c'est pas lié. Non, c'est pas lié directement à cette réunion. Mais ça fait partie des mesures qui sont parce que le PIA, c'est un des volets qui est prévu pour la blockchain et les infrastructures de confiance. Donc oui, tu as raison, ça fait pas partie des 8 mesures annoncées pile le 17 mai lorsqu'il y a eu cette réunion. En fait, je suis d'accord avec toi. Dans les mesures de sécurité, je dirais qu'il y a une façon de le voir avec le verre vide ou plein. Le verre plein, c'est ce que tu as dit, hein, c'est que en 48 heures, tu vas pas régler le problème, c'est pas un magicien. Donc honnêtement, à la petite échelle, je vais faire tu vois, moi que j'ai un briefing par les forces de sécurité et un audit physique de mon domicile
utile, je vais pas te dire que j'aime pas ça. Je suis très content de pouvoir profiter de ça. L'accès prioritaire au 17, qui est aussi une forme de bon, ça fait un peu, on a mis en place un numéro vert, hein, donc c'est pas adapté, on va dire, à la situation. Maintenant, dans les faits, si ce genre de choses arrive et qu'un proche appelle la police et que je gagne 3 minutes, bah parfois c'est 3 minutes qui sauvent la vie. Donc bon, on prend, ça c'est la version vert plein. Version vert plein, c'est que aussi le but de cette réunion n'était pas de, en soi, tout de suite régler le problème. C'est qu'en fait, c'est la première réunion d'une suite qu'on va avoir entre l'écosystème et le ministère de l'Intérieur pour entamer le travail de fond de régler le problème. C'était pas l'objectif de la réunion de sortir en disant le problème est réglé. Maintenant, le verre vide, bah effectivement, c'est de dire il y a des gens qui se font mutiler en France et on leur dit qu'ils ont un accès prioritaire au 17. Bon, c'est pas à la hauteur entre guillemets de la menace qui pèse sur nous, mais c'est surtout... Pour certaines, c'était déjà trop. Hein. Ouais. Surtout que si t'es en plein rap, à mon avis, t'as pas beaucoup de temps de faire le 17, mais bon, c'est pas le but. C'est pas le but. Hein. L'accès prioritaire au 17, c'est pour les proches, c'est pas pour, c'est pour une personne qui veut prévenir, c'est pas pour le gars qui est en train de se faire. Ceci étant, on a un cas au mois de janvier à Lyon qui a été déjoué. Qui a été complètement déjoué parce que la femme a trouvé un dispositif GPS qui avait été installé chez le projet, donc c'est pas 17 ou quoi, c'est plus parce que la vigilance. Le problème est plus large en fait. Ça c'est le verre vide. Le verre vide, c'est un petit peu connecté à ce que disait Caroline tout à l'heure. C'est on va pas commencer à faire une liste une par une des professions qui méritent d'être protégées. En fait, ça devrait pas arriver. Point. En France, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui se baladent à Paris avec des camions, avec des armes et qui kidnappent des gens, entrepreneurs ou pas, crypto ou pas. Et donc on a un problème politique qui est quand même un peu plus large que les entrepreneurs crypto. Et donc se retrouver avec un ministre de l'Intérieur qui dit il y a 2 ou 3 mois, il faut absolument des failles de sécurité dans toutes les messageries cryptées, l'anonymat c'est pour les criminels, et qui 3 mois après dit en fait on va prendre les professions une par une, on va prendre les policiers. Ah oui c'est vrai, les policiers ils sont menacés parce que quand ils sont impliqués dans des affaires de narcotrafic, en fait les narcotrafiquants ont envie de les buter, donc en fait on va les anonymiser. Ah puis les magistrats aussi, c'est vrai que les magistrats ils sont un peu à risque, on va peut-être les anonymiser. Puis accessoirement moi-même, Bruno Retailleau, j'aime pas que mes données soient dehors, donc je vais m'anonymiser. Voilà. En fait juste anonymise tout le monde et arrête de casser les pieds, tu vois. Enfin, ça devrait être le standard pour tout le monde d'être protégé. Ça devrait pas être. C'est ça que je dis protection. Je veux dire profession à risque. Là, c'était la fille. Donc ça veut dire qu'il faut protéger les personnes et leurs familles. Enfin, je veux dire. Ça crée un climat hyper délétère parce que en fait. Tu vas avoir plein de gens qui vont regarder l'info et qui partent du postulat que, en gros, on a fait de l'argent facile, qu'on mérite pas, qu'on n'est en plus pas productif, on sert à rien, on spécule sur des marchés de merde, et qu'en plus on l'a un peu cherché parce que tu comprends, comme on est des trucs intraçables entre criminels, et c'est ces gens-là que mes impôts vont financer. Et pourquoi moi, dans mon quotidien, qui descend dans la rue et qui me fait harceler ou agresser, j'ai pas le droit à la protection? Et en fait, tu vas créer ce genre d'antagonisme artificiel dans la société. Moi, j'ai envie que, tu vois, encore une fois, c'est pas un sujet d'entrepreneur crypto. C'est pourquoi on peut kidnapper des gens et les mutiler en France, en fait. Oui, alors sur la question des personnes à risque, on s'arrête où? À combien de degrés de séparation? Est-ce qu'on s'arrête? Moi, si on enlève, Alexandre et moi, on n'a pas de lien de parenté. Si on l'enlève et qu'on me dit, maintenant, t'envoies 10 000 balles en crypto ou on le mutile, je vais attendre 1 ou 2 doigts et puis je vais le faire. Moi, pas. Hein. Lesquels doigts? Je les ai pas. Alors, moi, je voudrais ajouter que si on continue sur cette voie, on peut faire des castes, comme ça, donc les castes des gens importants qu'on va protéger, et puis les parentés, par filiation, par mariage, etc. Et puis en parallèle, on va rouvrir des bagnes, donc là, on est bien parti pour Cayenne. Mais bon, il était aussi question d'en ouvrir à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc bon. Non, mais c'est absolument dingue. Moi, je pense que on n'a pas parlé des faits générateurs en fait de la violence. Il y a plein de faits générateurs de la violence possible, mais bon, déjà, on peut quand même se dire que sur les 100 dernières années, il y a eu une baisse du nombre de crimes de sang. On n'est pas dans la période de l'histoire où il y a le plus de crimes, mais on parle d'un fait particulier et de la manière dont il est traité, médiatiquement aussi, et voilà. Mais au global, il faut peut-être se rappeler ça. Et puis, je voudrais quand même aborder la question de cette perception dans les médias et que Alexandre a vécu de plein fouet, qui est aussi celle de la perception de l'écart des richesses et des inégalités économiques qui, elles, en revanche, sont croissantes.
Donc, on peut pas décorréler en fait notre débat complètement de la question de ces inégalités. Contrairement au nombre de crimes de sang sur les 100 dernières années, les inégalités économiques et les écarts de richesse, elles reviennent. Elles étaient colossales au début du XXe siècle. On a une stabilisation et pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises d'ailleurs, à la période des 2 guerres mondiales. Et aujourd'hui, on a à nouveau en fait un écart qui se creuse et je pense que c'est aussi un facteur de tension dans nos sociétés. Et je dis pas que parce qu'on voit des inégalités qui se creusent, il faut essayer d'aller chercher les plus riches pour les mutiler et leur piquer du pognon. Surtout que moi j'ai pas de problème avec les gens riches, j'ai plutôt un problème avec l'existence de gens pauvres en fait, parce que c'est ça le souci. Mais voilà, je pense qu'il y a un contexte global qui va être traité, et on le voit arriver gros comme une maison, d'une manière extrêmement politicienne, et en parallèle, comme je crois Alexandre, c'est toi qui le disais tout à l'heure, on a toujours des dingueries législatives. Donc effectivement, on a des portes dérobées, ils proposent des portes dérobées dans les messages cryptés, et puis ensuite ils vont vous dire qu'il faut protéger les entrepreneurs crypto, quoi. Enfin, c'est délirant. Donc il n'y a pas de cohérence. Il y a pas de cohérence. Il va y avoir aussi les entrepreneurs crypto en fonction d'un montant aussi après. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça devient. Enfin, moi, là-dessus, j'avoue que j'ai pas trop compris. Alors évidemment, moi, je suis pas un entrepreneur crypto. J'ai pas vécu la semaine qu'a vécu certainement Alexandre au sein de Pemium, parce que j'imagine que c'est bon, voilà. Je ne peux qu'imaginer que l'ambiance devait être un petit peu tendue et à l'effroi surtout. Mais c'est une question en fait générale, et je crois que tu l'as introduit dès le départ en fait d'une certaine manière, Caroline, puisque ça concerne tout le monde et que la discussion et les propositions qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est le questionnement autour de l'anonymat. J'arrive jamais à le dire. Comment on peut anonymiser via ma rescousse certaines données, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de concevoir des listings aussi précis, de stocker d'une manière générale? Je pense qu'il y a une vraie question à se poser en fait sur le sujet. La deuxième question, elle est plus autour évidemment de la violence, de l'acte en général, mais ça ne concerne pas uniquement, on va dire, les entrepreneurs, on va dire crypto, c'est un sujet sociétal. Troisième point, je vous appelle à la rescousse. Est-ce que j'ai soulevé déjà 2 points où vous êtes assez d'accord? Ah oui, complètement. Pour moi, il y a le point un point important, c'est le traitement médiatique, politique, le fantasme. Ça, c'est très important. Ah ouais, alors mais ça, c'est de la communication, et c'est effectivement, tu as parfaitement raison de le soulever, parce qu'on rappellera, tiens, tu peux le rappeler, parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, là on est un peu plus nombreux, qui étaient peut-être pas là, mais je pense quand même que c'est pas anecdotique, parce que c'est symptomatique, la question qu'on t'a posée sur BFM. Tu es quand même directeur stratégique de Pemium, oui. Et on te pose une question quand même dingue. Et elle a été posée à Pierre directement, hein, donc c'était en l'occurrence le père de la victime, qui donc voilà, en plus ne vit pas sa meilleure vie en ce moment. Et effectivement, la question c'était est-ce que ces ravisseurs, est-ce que ces voyous, ces criminels ne sont pas aussi vos clients et vos concurrents? Voilà, sous-entendant que c'est mon activité quotidienne que d'aller couper des doigts. Après, juste pour préciser sur le point d'avant, alors voilà, évidemment pour la petite blague, ça peut tourner en rond, c'est-à-dire qu'effectivement, si on commence à dire attendez, mais entrepreneur à partir de quel patrimoine, en fait il faudra faire des listes de patrimoine qu'on va collecter, que ensuite bon, je déconne. En revanche, par contre, il y a un principe de réel aussi. Je pense que Faune a eu la discussion sur Twitter avec différents intervenants avec lesquels il n'est pas forcément d'accord, à savoir que par exemple la protection policière pour de gens qui sont particulièrement cibles ou victimes de menaces est parfaitement légitime. Ce qui est critiquable, c'est de dire on va faire des catégories de gens qui, parce qu'ils répondent à une caractéristique, par exemple, j'entreprends dans tel secteur, boum, d'un seul coup, tu es mis dans une case de gens qui auront droit à quelque chose de façon supplémentaire. Mais maintenant, s'il y a des critères objectifs qui consistent à dire, en fait, toute personne menacée ou qui valide les critères ABC a droit à une protection renforcée ou une surveillance particulière, etc.,
ça me semble logique. On va pas mettre un policier derrière tout le monde en France. Il y a des gens qui sont de facto moins exposés à des menaces que d'autres. Et on doit adapter aussi, d'un point de vue proportionné, la réponse policière et la réponse de surveillance et de protection aussi aux différentes menaces que vivent. Tu vois, de la même façon que je m'attends pas à un niveau de protection qui soit celui du président de la République, que je vais pas commencer à dire que protéger le président de la République, bah ça n'a pas de sens. Bah si, ça a du sens et c'est normal qu'il soit plus protégé que moi, quoi. Donc c'est un peu, voilà, on est dans l'entre-deux entre le côté absurde de créer des castes de gens qui ont droit à X ou à Y, mais le principe de réalité qui est quand même de dire qu'on n'est pas tous exposés aux mêmes menaces et que donc du coup il faut que la protection s'adapte. L'indécence, c'est surtout de dire que à cause de leur activité, ils ne devraient pas bénéficier Oui, de ce genre de tout à fait. protection particulière, qui ont rien de dingue, hein. Un accès au 17, c'est pas une protection policière non plus. On peut poser la question de la protection policière parfois, si par exemple il y a des menaces récurrentes, mais là c'est encore une autre question. Et puis sortir, oui, c'est payé avec nos impôts et moi j'ai pas envie parce que c'est des libertariens, ça c'est de la pure indécence. Je vais passer la parole à Benny Ben qui a peut-être attendu, j'avais pas vu qu'il demandait à prendre la parole, mais j'avais avant cela une question à te poser, Fono, puisque toi tu fais régulièrement des lives et tu en as fait un dimanche. Quelles étaient les réactions globalement sur si tu veux partager. Je sais pas, je lisais pas le chat. Tu lisais pas le chat, mince alors. Non. Fono a eu d'accord avec moi. Plus haut que les autres. Oh non, je suis un mauvais youtubeur. Non, alors globalement, non, mais les gens ont peur. Voilà, les gens ont peur, hein, un peu plus sérieusement. J'en ai discuté avec des gens qui organisent des événements, par exemple, et non, ça nous fout tous un coup. Et puis, mais ça nous rejoint aussi sur des points fondamentaux. Alors derrière, il va y avoir une certaine, je vais dire, désolé, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais une certaine dérive où on demande des solutions, où ça ressemble un petit peu où il y a qu'à Faucon. Par exemple, parler tout de suite du port d'armes, je trouve que ça un peu compliqué parce que ce débat est particulièrement compliqué en France. C'est un débat culturel. Aux États-Unis, on aurait beaucoup plus de largesse, on va dire, où ce serait une question qui serait beaucoup plus facile à mettre sur la table. En France, c'est pas le cas. Moi, je suis pour qu'on ait ce débat, hein, par exemple. Moi, j'ai aucun souci avec l'idée qu'on puisse avoir ce débat au niveau citoyen, je sais pas comment dire, au niveau médiatique. Maintenant, juste pour revenir un mot sur la mesure qui importe à Alexandre, c'est-à-dire celle du changement de ton dans les médias, c'est surtout parce que c'est gratuit et immédiat. Vous avez juste besoin de vous renseigner une petite demi-journée et vous aurez déjà un propos plus proche du réel que maintenant. Donc voilà. Ensuite voilà, j'ai pas répondu sur cette question d'état d'esprit, mais c'était une question plus précise à me Non, poser. non, c'était juste pour avoir un petit peu de température et puis s'il y a une idée qui revient. Ouais, Benny Ben, bonsoir. Oui, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Très bien, je suis ravie de t'accueillir. Et puis pour info, je ne sais pas si Fono, Alexandre, Caroline, vous connaissez Benny Ben, mais il fait régulièrement des spaces sur le Web3, sur les cryptos, il s'intéresse aux tokens. Voilà, donc c'est un animateur de space régulier. Et bienvenue à toi. Merci, oui, je m'intéresse beaucoup à l'adoption future et de la blockchain. Moi je vous écoutais un peu mal en bas, donc je suis monté déjà pour vous saluer. Bon, pour l'histoire d'insécurité, l'histoire de port d'armes, elle revient à chaque fois, avant même l'histoire des cryptos. T'as des commerçants qui se font braquer 3 fois ou 4 fois la même année. T'en as, ils se sont défendus, ils se sont retrouvés en prison. Donc l'histoire de l'insécurité en France particulièrement, voilà, c'est un peu... Donc voilà quoi. C'est pas autre chose que je disais, hein, c'était que justement le sujet va revenir de plus en plus au fur et à mesure que l'État démontre une incapacité à régler le problème. Que, encore une fois, ce qui reviendra de façon, je ne sais pas si juste ou pas juste, mais en tout cas de façon légitime, c'est qu'une personne, qu'elle soit entrepreneur, commerçant, artisan, ce que tu veux dans le monde, tu te fais effectivement braquer 4 fois de suite et à chaque fois on te dit désolé, mais en fait ça va recommencer. Tu te fais kidnapper, tu te fais menacer, tu te fais machin. Il y a un moment donné, juste tu pètes un câble et tu dis les gars, en fait, moi j'aime pas me faire kidnapper, donc je vais prendre un gun et vous allez arrêter de me casser les couilles. Et ça, plus ça va arriver, plus c'est pas résolu. Et je pense que Caroline me contredira pas quand si je dis qu'il faudrait
peut-être un tout petit peu rehausser le budget de la justice pour pouvoir justement traiter ces affaires rapidement, qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité qui grandisse et qu'on puisse démontrer qu'il y a une réponse pénale qui est efficace, parce que ça fait partie du problème, évidemment. Oui, mais de manière récente, on a appris que eux, ils vont renforcer la police municipale et renforcer les agressions hautes que peuvent avoir les élus locaux, quoi. Donc, vous comprenez bien que quand vous dites protection des personnes, ils savent quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être agressées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils avaient recensé à peu près plus de 200 ou 300 agressions physiques et verbales en ce qui concerne les élus locaux. Donc vous doutez bien que ils n'ont aucun intérêt à protéger les gens comme les commerçants, artisans. Pour eux, c'est sûr que il n'y a rien à voir. Donc ils vont juste protéger tout ce qui est la police, les gendarmes et les élus locaux, quoi. Les députés, maires et autres. C'est la fuite en avant qu'on décrivait, c'est-à-dire que c'est pas un sujet d'entrepreneur crypto. On peut pas commencer à faire une liste dans laquelle on va dire ok, bah, ceux qui méritent une protection. Alors, il y a les entrepreneurs crypto, il y a les élus locaux, il y a les magistrats, il y a les policiers, il y a les gendarmes, et en fait, effectivement, on se retrouve avec ce que disait Fadila tout à l'heure, c'est-à-dire les fameuses professions essentielles, professions à risque, ça devient absurde. En sachant qu'on a un sous-effectif, je viens de recevoir un message de quelqu'un qui rappelle quand même qu'il y a un sous-effectif et des difficultés de recrutement dans la police. Pareil en cybersécurité, donc c'est aussi une fausse. Et il y a aussi le serpent se mord la queue, et après j'ai vu Caroline lever la main, mais le serpent se mord la queue parce que typiquement, par exemple, dans l'attractivité de certaines professions, gardiens pénitentiaires, policiers, etc., à partir du moment où se répand l'idée qu'en fait, en allant là-dedans, bah, vos données seront publiques et qu'en fait, il y a des gens qui voudront vous buter, bah, c'est sûr que vous allez avoir du mal à recruter, ouais. Donc, le truc se mord la queue, quoi, c'est sans fin. Peut-être à ce sujet-là que vous parlez, les agents pénitentiaires, etc. là, comme Mohamed Amra là, va se faire juger de ça, ils avaient même prévu que dorénavant, tout ce qui est agent pénitentiaire, quoi, on va améliorer en gros leur sécurité, quoi. Les agents pénitentiaires et tout, etc. Tout à sachant qu'ils ont lancé une opération de récupérer tous les téléphones, les mini-téléphones qu'on peut retrouver dans les prisons françaises. Parce qu'ils ont lancé une opération, ça doit être aujourd'hui. Donc vous comprenez bien que eux, l'État français, ils ont leur priorité en ce qui concerne les personnes en gros qui doivent protéger. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que la réponse, c'est pas forcément la protection, sauf évidemment personne recevant des comment dire, des menaces directement, où on peut parler de protection, mais on va quand même pas protéger, on va dire, je sais pas combien de personnes. Si on commence à faire la liste des professions à risque, on s'en ressort absolument plus. Caroline, tu souhaitais Ouais. Oui, parce que là, on a évoqué beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont extrêmement graves pour la structuration de notre société. Quand on parle de port d'armes, moi, je suis effarée parce que on a quand même une littérature qui est conséquente sur les effets délétères qu'aurait l'adoption de la légalisation du port d'armes. Ça augmente la violence, ça accroît le nombre d'accidents avec les armes à feu, en particulier sur des personnes vulnérables, l'augmentation des suicides, l'impact sur la sécurité publique. Enfin, à partir du moment où vous autorisez les personnes qui se sentent en danger, et il y a un sentiment, il y a l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Je peux vous dire qu'en tant qu'élu local, j'entends parfois des propos de gens qui se sentent en insécurité. Faut pas déconner, quoi. C'est parce que il y a trop de gens qui passent dans la rue et ils se sentent en insécurité. Donc c'est des gens qui eux estiment qu'ils devraient avoir une arme pour dissuader le passage devant chez eux. Donc je pense qu'il faut être hyper prudent sur cette question. Et quand même notre débat, c'était de se demander pourquoi est-ce que la réglementation européenne permet d'avoir autant de collecte de données qui ne sont pas nécessaires. Donc, il y a un élément de protection basique qui est celui de supprimer la collecte de ces données qui peuvent fuiter et donc conduire à violer la vie privée de personnes qui seront vues comme des cibles. Donc, on a dans le débat médiatique quelque chose à poser qui est fort. Il faut être absolument rationnel sur les moyens de défense et les questions de sécurité. Moi, je veux pas vivre dans un état policier sous surveillance permanente, sous prétexte de me protéger, parce que ça, c'est la logique des lois antiterrorisme, c'est la logique des lois qu'on a vues à chaque vague d'attentats. On a des lois toujours plus liberticides, mais qui aboutissent finalement à ce que les problèmes profonds ne soient pas réglés.
Et on parle pas d'adopter des solutions de Yaka Faucon, tout le monde va porter des armes et ça ira beaucoup mieux. Donc je crois que, et c'était l'essence de notre débat, c'est de se dire dans quelle mesure l'anonymat pourrait davantage protéger des personnes qui n'ont pas à être victimes d'actes de barbarie comme ça, et personne n'a à l'être en réalité. Donc il faut distinguer aussi dans notre débat les personnes dont on connaît l'identité par fonction, et là il a été question des élus locaux, il est question des magistrats, des avocats, il est question de... Voilà. Et les personnes qui dans leur vie privée sont mises en danger parce que leurs données pourraient fuiter, et ce sont des données qui sont collectées parce que l'État estime que c'est nécessaire pour soi-disant lutter contre le blanchiment d'argent. Voilà. Donc je pense que c'est important justement de ne pas d'avoir un débat qui soit profond et serein, et à l'inverse de ce qu'est le traitement médiatique actuel. Ok. Oui, monsieur Alexandre, la question que j'allais vous poser, c'est que quels sont les éléments que vous avez à l'heure actuelle sur la mise en place de l'euro numérique qui était prévu pour 2026? Ah oui, non, mais attends, on va rester un peu sur le sujet JCW. Si on a le temps, on parle de ça, mais il y a Kiko. De mon côté, je n'entends plus rien. C'est dommage. Ah bon? Nous, on t'entend, c'est bien. Caroline, prenez votre flambeau. Caroline, est-ce que tu peux faire un pouce si tu nous entends, si tu m'entends? Connexion en cours. Ah, nous allons accueillir Kiko Yolo Croise également dans le space de Benny Ben. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à vous. Tout d'abord, merci pour le space de grande qualité. Et du coup, je voulais intervenir. En fait, JCW, il m'a un peu devancé. Je voulais poser une question par rapport à l'euro numérique, mais sur l'aspect sécuritaire. Mais bon, si c'est un hors-sujet, je la poserai un peu plus tard, Fadila, si tu veux. On peut lier les deux, je pense. On est en fin de space, on va... Voilà. Non, en fait, pour moi, mine de rien, c'est intrinsèquement lié parce que, bon, peut-être que dans mon raisonnement est peut-être faussé, mais je pense que c'est une réponse à l'essor du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et en fait, ça a attisé ma curiosité quand Alexandre, en fait, a mis en avant le fait que des plateformes puissent se faire hacker, ce qui arrive, comme il disait, un peu simplement, mais qui est une réalité un peu, enfin, une fois par jour. Et que du coup, nos données pouvaient fuiter avec le wallet. Et en fait, je me posais la question par rapport à l'euro numérique. Est-ce que cette problématique peut exister? Je pense que oui. Mais en fait, je voulais vous poser la question, quels sont en fait les garde-fous qui ont été mis en place sur l'aspect sécuritaire par rapport au MNBC? Et ça, moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. Et si vous avez des éléments de réponse, moi, ça serait cool. Je vous remercie. Les garde-fous, rien, zéro, the bee, c'est nul. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que le truc, en tant que tel, est un anti-garde-fou. Donc, en fait, je veux dire, le principe du machin, c'est que tu as potentiellement un début de contrôle politique sur les dépenses des gens. Donc là, dans le sujet qui est le nôtre, si on veut, c'est l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et donc, évidemment, c'est juste une étape de plus dans la surveillance la plus généralisée qu'il soit. Donc, évidemment, surveillance plus généralisée qu'il soit, tu as les mêmes risques sécuritaires. Et non, je ne fais pas confiance particulièrement à la BCE pour ne jamais se faire hacker, si c'est ça la question. Voire pas nécessairement hacker d'un point de vue technique. Pour la problématique de Coinbase la semaine dernière, c'était pas un hack technique, c'était des agents chez des tiers, des personnes qui faisaient le développement commercial qui se sont fait soudoyer pour avoir accès à ces données. Donc c'est comme d'habitude, on peut mettre autant de mesures en place pour la cyberprotection. S'il suffit de lire le mot de passe sur l'écran ou de soudoyer quelqu'un, voilà, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc la réponse version courte, c'est que l'euro numérique, le principe d'avoir un garde-fou à un truc qui est littéralement un fou sans garde, ne peut pas marcher. Je pense que après, dans leur communication, ils vont passer leur temps à dire qu'il y a des garde-fous. Ça, c'est sûr. Sur ces questions, on n'a que des déclarations d'intention aussi. Elles sont toutes catastrophiques. Mais on n'a pas le début d'une réalisation technique, enfin à ma connaissance. Non, mais pour Christine Lagarde, je cite, nous sommes en retard sur la Chine, qui est un très bel exemple évidemment de société de liberté. C'est le péril jaune. Qui est mon space de jeudi. Le péril rouge. Le péril rouge. Vous ne connaissez pas bien la Chine, monsieur Faune. Donc si on comprend bien alors Christine Lagarde, donc on peut supposer alors péril orange qu'on va mettre en place le crédit social alors, si on est dans sa logique.
Moi, je vais pas te faire de phrase au futur, puisque je ne connais pas le futur. Je dis en revanche que l'euro numérique, c'est une pelote de risques parfaitement identifiée et grave, sans aucun bénéfice identifié. Donc, en fait, je ne vois même pas pourquoi ce truc continue de suivre son bonhomme de chemin, voire que Christine Lagarde a dit récemment qu'il fallait accélérer pour viser octobre pour un pilote. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que même au-delà de est-ce qu'ils vont ou pas le faire, la question c'est tu crées un outil qui ne peut pas avoir de bénéfices, en tout cas tu n'arrives pas à dire quels seront les bénéfices, mais en revanche pour lequel on te dit attention, il y a énormément de risques. Bah, en fait, n'importe quelle décision risk-reward où on te dit c'est absolument hyper risqué et tu ne vas en tirer, même dans le meilleur des cas, aucun avantage, je vois pas pourquoi on dépenserait de l'argent pour faire ce truc-là et qu'en plus on le mettrait en place. Donc voilà, mais après, ça se trouve, tu vois, tu as un scénario un scénario très européen, où on va faire 18 commissions qui vont toutes s'évaluer les unes les autres. Dans 8 ans, on sera dans la phase d'évaluation de la commission 2 qui aura évalué la commission 1 du rapport d'étude sur la faisabilité du rapport 1. Et en fait, le truc verra jamais le jour ou bien sera un pétard mouillé. Ça peut exister aussi. Donc pour ça, je ne mettrai pas ma phrase au futur. Mais je dis, moi, ça m'inquiète parce qu'il n'y a que des risques et pas de bénéfices identifiés. Je suis de retour, hein, au cas où. Pour nous jouer un mauvais tour. Je ne sais toujours pas si vous avez entendu mon intervention ou pas. Si, si. On a C'est dit que terrible. du bien de toi. Ouais. En tout cas, on a entendu beaucoup de choses que tu as dites. Après, tu as eu un blanc et après, tu as dit je vous entends plus. Donc, je pense qu'on t'a entendu. Ok, d'accord, très bien. Mais qui êtes-vous, madame? Alerte censure, alerte censure. Moi, je tiens à vous partager quand même un commentaire de Matt, émission absolument essentielle, car couvrant avec sagesse et réalisme les questions sécu liées aux cryptos, mais plus encore des questions de société qui nous concernent tous. Bon, et donc des remerciements pour les intervenants. Ça, c'est vrai que ça sonne un petit peu comme la fin, mais bon voilà, je trouvais que c'était bien de vous le partager parce que c'est quand même le but aussi de ces lives, de pouvoir être accessible à un maximum de personnes pour parler de sujets qui semblent en fait traiter et concerner qu'un groupe de personnes et que ce n'est absolument pas le cas. Et j'espère qu'on a réussi quand même ce soir à vous démontrer que c'est de l'intérêt de tous aujourd'hui de s'intéresser en tout cas à la fois à la crypto, aux problématiques également de fichage, on va dire, pas de fichage, de constitution des stockages de fichiers, de données personnelles. Et j'en profite parce que Charlie Bigoud nous fait un lien avec la souveraineté numérique, sujet qui est récurrent, évidemment, parce qu'il dit c'est bien beau de vouloir réglementer dans un cadre légal, mais à l'usage du numérique, encore faut-il commencer par ne plus utiliser des outils américains et d'avoir en fait effectivement nos données chez nous. Alors ça, les sujets sont liés, hein, parce que là, je le disais tout à l'heure sur la crypto, mais on a raté les GAFA de la crypto en partie parce que, en fait, nous, pendant qu'on doit collecter la vie entière et les tests d'urine de tous les Européens, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont à 100 millions de clients. Donc évidemment que dans 5 ans ou dans 10 ans, les Européens ils passeront pas par des plateformes françaises et que du coup on se posera la question de oh non mais pourquoi on donne nos données aux Américains? Parce qu'en fait ils n'ont pas cassé les couilles dès 2 ans de ton écosystème à te demander de fliquer l'entièreté de la population pour les soi-disant protéger. Donc je répète souvent une phrase que j'ai dite il y a quelques années, on aura un joli cadre et pas de tableau. Et malheureusement c'est le cas aussi sur la crypto et donc nous allons avoir un problème de souveraineté numérique. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Paymium. C'est aujourd'hui la seule place de marché, infrastructure de marché Bitcoin euro en France. C'est la dernière, il y en avait d'autres, donc elles sont plus là. Et si on n'a pas d'infrastructure de marché, on sera condamné à avoir un marché de courtiers. Et les courtiers, comme leur nom l'indique, ils se fournissent ailleurs. Et donc si on a 150 courtiers en France et 0 place de marché, ça veut dire que dans le futur, quelque Français qui veut s'approprier ou détenir des bitcoins, il va devoir demander l'avis de Washington. Donc c'est pas réjouissant, mais malheureusement, j'ai l'impression que l'Europe n'apprend pas de ses erreurs. Ça me frustre à un point assez indicible. On aura aussi de très beaux colloques, de très belles tables rondes avec pour thème « Pourquoi l'Europe a-t-elle raté le tournant de la blockchain ?» Et seront invités tous les journalistes qui, chaque jour, font en sorte que l'on rate ce tournant de la blockchain. Je mets des guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose. Le tournant de la chaîne de blocs, tu veux dire d'ailleurs. Tout à fait. À cet égard, je vais peut-être terminer par cette anecdote. Faut que je la retrouve. Alors désolé, sans du temps. Je vous laisse meubler pendant ce temps-là, pardon.
Oui, ben moi je peux meubler juste pour repréciser que tous les spaces, les podcasts, donc depuis peu sont en multicast sur Cornichat, qui est sous protocole Northern, c'est-à-dire un protocole qui est décentralisé et qui nécessite pas en fait d'avoir de compte. Là, il y avait une personne connectée mais qui n'a pas réagi, qui n'a pas posé de questions. La deuxième chose, c'est que les replays. Alors là, je suis un petit peu en retard sur la post-prod, pardonnez-moi, mais bon voilà, on fait pas ce qu'on veut. Tout le monde dit on fait ce qui nous plaît, mais en fait pas du tout. Mais sinon, normalement, j'ai juste un space, et notamment sur le Bitcoin géopolitique qui n'est pas en ligne, mais sur YouTube, sur ma chaîne Fadila Brahimi, donc c'est F Brahimi aussi, et sur les plateformes également de audio. T'as vu, j'ai comblé, Alexandre? Oui, c'est bon d'ailleurs, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ok. Formidable. Non, c'était pour l'anecdote des fameux comités et tables rondes. J'ai moi-même été récemment invité via un message LinkedIn. Bonjour, on fait un colloque, table ronde, truc sur le sujet des cryptos. Est-ce que vous voulez bien venir? Alors, je dis venir, ça veut dire quoi? Vous voulez que je parle, vous voulez que j'intervienne, ou vous voulez juste que je me pose dans la salle et que je vous écoute? Elle fait non, pardon, excusez-moi si j'étais pas clair. Effectivement, c'est plus genre juste venez, posez-vous dans la salle et écoutez-nous. Très gentil de m'envoyer ce message. Je regarde ensuite l'événement. Alors on parle d'un événement organisé par une institution d'études supérieures française, dirons-nous, et qui donc, je le répète, dont le sujet c'est les cryptos. Alors nous avons des keynote speakers, donc Piero Cipollone, membre du conseil d'administration de la Banque Centrale Européenne, puis François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Ensuite, nous avons deux tables rondes avec la Banque des règlements internationaux, JP Morgan, Circle et l'Université de Miami. Donc on est très content d'accueillir tous ces gens, évidemment, en France. Et puis ensuite, une discussion entre la Banque de France, la Banque de Suisse, la Banque Centrale Européenne et BNP Paribas, dans un comité d'organisation qui contient la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, la Banque de France, la Banque de France et la Banque de France. Que j'ai évidemment répondu que je n'allais pas perdre mon temps, puisque voir les banques centrales discuter entre elles de Bitcoin, en fait, ne servait pas à grand-chose. Mais c'était juste pour donner du corps, parce que effectivement, ce que dit Fono, moi je le dis aussi depuis des années, en disant je les vois déjà arriver gros comme une maison, toutes ces tables rondes, où des gens qui sont en partie responsables de la situation discuteront entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont raté, qu'est-ce que les autres ont raté, puisque évidemment ce n'est jamais de leur faute. Et ben là, on commence à les voir, ces tables rondes. Donc c'est voilà, donc juste pour vous informer que nous sommes le futur que nous avions anticipé. Bravo Fono. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Quand est-ce qu'a eu lieu cette mascarade, ou plutôt cet événement? Les 15 et 16 mai 2025. Ah, d'accord. Ouais, oui, c'était récent, voilà. Nous arrivons à la fin de ce live et j'ai pas vu d'autres questions. J'aurais salué quand même l'audience qui est restée tout au long de ce space. Si vous avez apprécié ce space, est-ce que vous pouvez nous envoyer des petits emojis et vous avez le droit aussi de commenter, de le dire. Est-ce qu'ils vont réagir? J'ai invité Renaud qui était en space précédemment. Sache que Renaud, j'ai parlé de ton live qui est en même temps. Encore, je te présente encore toutes mes excuses pour ce problème de calendrier parce que j'aime pas trop faire cela, surtout quand on parle de même sujet avec un écosystème qui est assez proche. Je trouve que c'est pas très bien, mais bon voilà, c'était absolument pas volontaire. Petit couac. Il y a les replays. Oui, mais bon, voilà, c'est amical aussi. On n'est pas en concurrence et au contraire, je pense qu'il faut multiplier. Je le pense, j'espère en tout cas. Et j'imagine que si vous venez dans le space, c'est aussi pour ça. Multiplier aussi les occasions aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir expliciter, de pouvoir rendre en fait accessible au plus grand nombre les sujets notamment autour de la crypto. Moi, je vais continuer mon petit chemin, notamment en vous proposant certainement des spaces autour aussi de la culture, de cet état d'esprit Web3, alors aussi avec les tokens. Pour finir, moi, je suis restée sur les 3 points qu'on avait nommés, qui était un autour du. Alors je vais évacuer le premier que j'estime ne pas dépendre en fait de nous, mais qui est un sujet sociétal autour de la violence.
je l'ai nommé ainsi et qui pour moi ne dépend pas en fait de nos actions à nous. Mais c'était important aussi de pouvoir le citer de manière aussi à l'évacuer parce que c'est d'autres solutions qu'il faudrait aussi ajouter aussi bien aux entrepreneurs que aux entrepreneurs de la crypto, mais à toutes les personnes qui demain sont susceptibles aussi d'utiliser aussi de la crypto. C'est la question autour l'anonymisation, vous avez vu, j'arrive jamais à le dire, anonymisation, on va dire, des données, au secours. Et puis, un des gros sujets, c'est la communication, quoi. C'est le fait aussi de savoir aussi en parler, de casser aussi les mythes, tous les imaginaires autour de la crypto. Et je vais vous laisser quand même le dernier mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter en complément de ce que je viens de dire, ou quelque chose qu'on n'a pas dit. Oui, moi j'ai une petite note optimiste parce que je parlais avec une amie aujourd'hui qui est prof dans un établissement de Strasbourg d'études secondaires et elle me disait que parce que je désespérais un petit peu du traitement médiatique de Bitcoin notamment. Et elle me disait: «Mais, quel que soit, ce qui est dit en fait, dans les médias, dits traditionnels, sache que moi, au grand oral, et ben, la majorité des sujets portent sur les cryptomonnaies» et c'est un constat qu'on a partagé avec d'autres sur cet engouement de la jeunesse, avec Alexandre notamment, et eux n'attendent pas en fait, des autorisations de la Banque centrale européenne ou de quelconque keynote speaker pour s'y intéresser et pour probablement travailler davantage le sujet parce qu'eux écoutent, voilà, des lives, des émissions, ils se renseignent, peut-être par, des canaux qui sont jugés moins nobles que que des ouvrages doctes. Mais en tout cas, voilà, la jeunesse s'y intéresse et donc je pense que, ils seront plus intelligents que nous sur ces questions. Et merci à toi d'avoir organisé, ce live comme tous les autres. Merci. On se retrouve. Vas-y, à toi, voulais, vas-y. Non, vas-y, te remercier aussi, remercier le public. Et oui, pour revenir sur une note positive, ça va pas nous arrêter. Hein, ça va pas, Bitcoin s'arrête pas à cause de ce passage, de ce moment. Et intéressez-vous à tout cela, que cela ne vous fasse pas peur. Vous avez surtout à vous enrichir intellectuellement sur ces sujets. Donc abonnez-vous. Ah, c'est gentil. Faites comme moi, j'y connais rien, j'apprends au fur et à mesure. Et la preuve, c'est que j'anime même des spaces sur le sujet. Oui, avant que tu fermes, Madame Fadila, la question que j'allais vous poser, Alexandre, c'est la question suivante. Est-ce que les politiques peuvent faire des taxes sur ceux qui détiennent les actifs numériques? Est-ce que c'est possible de leur mise en place? Que les politiques, quoi? J'ai pas compris. Est-ce que les politiques peuvent mettre des taxes sur ceux qui détiennent les actifs numériques, Bitcoin, etc. Des taxes? Oui, oui, ils ont même eu très envie puisque nous étions considérés dans l'impôt sur la fortune improductive, hein, puisque évidemment nous savons tous que nous sommes improductifs. Au-delà d'être des citoyens à risque, nous sommes maintenant dans la nouvelle catégorie des citoyens improductifs. Donc oui, ils peuvent. De toute façon, je pense pas que qui que ce soit effrayé à l'idée de mettre une nouvelle taxe en France. C'est pas culturellement, j'ai pas l'impression que ça soit un obstacle pour beaucoup de gens. Donc oui, ils peuvent le faire. Voilà, c'est déjà le cas pour les plus-values. Et les velléités existent pour le faire sur le patrimoine. Voilà. Après cette réponse, je me joins aux remerciements de Faune et de Caroline. Merci Fadila pour l'opportunité de parler de ce sujet-là. Et puis merci à tout le monde pour l'écoute ce soir. Voilà, moi j'espère évidemment que je revivrai pas ce que j'ai pu vivre la semaine dernière de sitôt. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, donc il faut être vigilant, forcément. Merci Alexandre. On a un commentaire de Charlie Bigoud qui nous dit live super intéressant avec plusieurs thématiques abordées, beaucoup de pédagogie et de retour d'expérience. Ce travail de fond et d'endurance est fondamental. Merci à vous tous pour ce bon moment. Merci Alex, merci La Faune, merci Caroline et merci à toi Fadila et à bientôt. Et ça fait toujours plaisir de lire ce type de commentaires comme le commentaire de Matt tout à l'heure. Moi également, je vous remercie beaucoup parce que j'ai aussi, je suis toujours vraiment, comment dire,
ému, on va dire. Non, je suis toujours ravie que des personnes en fait acceptent de venir partager et donner de leur temps. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci Maître Caroline Zorn. Appelle-moi docteur. Merci également Alexandre Stachenko. Donc vous retrouvez aussi en épinglé son livre sur les bitcoins et la géopolitique. Et puis merci également à Phono Radio que vous pourrez retrouver également sur sa chaîne YouTube et qui fait des lives généralement le dimanche soir. Et également tous les soirs à la salle de sport pour faire différentes parties du corps jusqu'à évidemment atteindre son idéal bodybuildé. À très bientôt. Bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.